Bonjour et bienvenue sur le podcast Venu d'ailleurs, le podcast où nous parlons de la recherche en astronomie et astrophysique, avec une première saison dédiée à la recherche de vie ailleurs. Nous sommes Lucie Leboulot et Franck Celsis, et aujourd'hui nous faisons dialoguer science et fiction. Bienvenue dans Alien, le 8e épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous embarquons sur la Station, un gigantesque vaisseau spatial qui abrite une multitude d'espèces aliens. Parmi elles, posons-nous avec nos nouveaux amis, les Spic, les A, les Marit et les Humania, pour bavasser gaiement de ce qui inspire les auteuristes de science-fiction, d'imaginaire sur les exoplanètes et de la porosité entre la science et le rêve. Et à cette joyeuse et hétéroclite assemblée, nous accueillons deux invités terrestres. Audrey Plenay, autrice de romans et de nouvelles de science-fiction, dont plusieurs convoquent des formes de vie extraterrestres, notamment le roman Rossignol, publié en 2023 aux éditions Le Bélial, et La fille de l'espace, la nouvelle publiée en 2019 dans l'anthologie Les migrations du futur, aux éditions Arcuris. Elle a obtenu de nombreux prix, le prix Rosny Aîné en 2020 et en 2023, le prix des lecteurs de Bifrost en 2022, le prix des Utopiales en 2023. Nous accueillons aussi François Forger, qui est chercheur au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique, le LMD, à Jussieu. Il est aussi membre de l'Académie des sciences. Il a participé à de nombreuses missions spatiales d'exploration du système solaire. C'est aussi un expert de Mars et de son histoire. Actuellement, il revient tout juste de 1 mois de mission à la base Concordia en Antarctique et j'en suis très jalouse. Et enfin, il a aussi de nombreuses distinctions prestigieuses à son actif, dont la médaille d'argent du CNRS qu'il a obtenue en 2022. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Bonjour, merci pour Bonjour. l'invitation. Alors peut-être avant de commencer cet épisode un peu particulier, où on va spéculer un petit peu plus que dans les épisodes précédents, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu historique de justement cette notion de vie extraterrestre, de vie ailleurs, que ce soit en science-fiction et en science? Audrey, en science-fiction, est-ce que tu vois des jalons particuliers sur cette notion? Alors des jalons, oui, je vois surtout qu'en fait, c'est pas quelque chose de véritablement récent. Moi, je suis toujours à défendre la science-fiction dans tout, son héritage, en fait, historique et on a parfois l'impression pour des personnes qui débarquent dans les littératures de science-fiction aujourd'hui, qui vont dire que c'est, vraiment ces 20-30 dernières années qu'on va voir les films un peu de SF qui font des gros blockbusters. Mais en réalité, c'est une question qui a été très, 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 tôt, abordé par les littératures de SF. Alors, on m'a soufflé à l'oreillette que, on avait eu au 2e siècle, Lucien de Samosate avec Histoire vraie qui parlait déjà d'un voyageur de la Lune. Il y avait également une princesse de la Lune dans un conte japonais du 10e siècle qui s'appelle Le coupeur, de bambou. Dans les mille et une nuits, il y a également, des, une description d'un cosmos avec plusieurs formes de vie, différentes. Moi, ce qui m'avait vraiment touchée et un texte auquel je repense encore aujourd'hui, c'est, Microméga de Voltaire, donc en 1738, parce qu'on avait, cette vision, un peu à des échelles énormes de cette vie, extraterrestre. Il fait 39 kilomètres de haut, il a 1000 sens différents, mais en fait, il va voyager, et arriver jusqu'à notre planète en passant par Saturne et cetera et il lui semble que la Terre est inhabitée puisqu'on est minuscule à ses yeux et il y avait ce texte est un pur produit des Lumières aussi, où on commençait à voir la place de la Terre dans l'univers, mais également un regard critique sur l'humanité et sortir, pouvoir à travers ce prisme du voyageur, critiquer aussi les sociétés humaines, le rapport à la violence, à la religion, au vivre ensemble. C'est un texte qui m'avait, qui je pense est très, très intéressant, dans ce qu'il est comme critique, d'utiliser un point de vue extérieur et on le retrouve après plusieurs fois dans la science-fiction. Dans le film Le jour où la Terre s'arrêta, qui est sorti en 1952, c'est également un extraterrestre qui vient dire aux humains un peu que les questions de conflits perpétuels commencent à poser problème. Après voilà, on a eu très tôt Le cycle de Mars de Edgar Rice Burroughs, qui a fait Tarzan, mais il a fait également un très grand cycle de La princesse de Mars, avec John Carter qui était le héros et qui montrait déjà sur Mars aussi différentes formes de vie. Il y avait une grande diversité, des Martiens, hein, ils étaient rouges, ils étaient verts, il y avait vraiment, quelque chose de très diversifié et c'était beaucoup dans l'aventure et puis après on a eu voilà, La guerre des mondes, je pense aussi qui est assez, représentatif de la
la menace, en fait, alien, de cette menace de destruction un peu totale, donc publié en 1898 par H. G. Wells et voilà, qui après, je trouve ces œuvres-là donnent le ton sur ce qu'on peut attendre plus ou moins d'une rencontre avec une forme d'intelligence non humaine extraterrestre qui serait, soit le combat, soit, un apport de connaissances et de sagesse, soit au moins une critique et nous invite à porter un autre regard, en fait, sur l'humanité et sur ce qu'on fait, sur terre. Bon après il y a plein d'autres œuvres et ça a continué et ça fuse énormément. C'est déjà un bel échantillon. Et alors du point de vue de la science, aujourd'hui les grandes agences spatiales, mettent, dans leurs priorités la recherche de vie ailleurs. Et comment, François, comment ce concept de vie ailleurs, de vie extraterrestre, petit à petit s'est intégré à la réflexion scientifique? On a aussi quelques jalons où on peut retracer quelques. Ma compréhension, c'est que c'est un concept qui oscille un petit peu. L'intérêt, il y a des périodes où c'est considéré un peu comme un tabou, un petit peu science-fiction, un peu trop facile et puis d'autres fois, au contraire, on réalise que c'est un sujet de recherche majeur. Alors si on réfléchit, déjà, on peut se rendre compte que pendant des très nombreuses années, des siècles, la pensée dominante, c'était le système de Ptolémée, enfin, en gros, la Terre au centre du monde, entourée de sphères. Donc là, la notion d'autre monde n'était pas très claire, même s'il y a des exceptions quand on cherche, il y a des auteurs qui réfléchissent à la pluralité des mondes et cetera. Mais une fois qu'on a digéré le fait qu'il y avait d'autres mondes, finalement, qui avaient le même statut que la Terre, la notion d'extraterrestre était tout à fait, je dirais, acceptée et si on regarde vraiment au 19e siècle, en gros, dès le début, la mode, c'est plutôt, Dieu a dû créer des mondes partout et c'est tout à fait accepté qu'il doit y avoir des Sélénites sur la Lune, des Martiens sur Mars et cetera. Bon, rapidement, on se rend compte que ma la Lune, ça marche pas bien, mais sur Mars, c'est évidemment, ben, un sujet qui était très connu, très discuté. On a tous entendu parler des théories des canaux, des civilisations sur Mars, qui a donné lieu à la guerre des mondes, un petit peu. C'est dans cet esprit-là, là, au début du 19e siècle. Et puis quand il y a eu un retour vers le sérieux, quand on s'est rendu compte que tout ça, les «élucubrations» entre guillemets de Percival Lowell, qui était un peu le chercheur, un milliardaire, hein, millionnaire, hein, on va dire, dominant à l'époque, qui avait vraiment conceptualisé cette idée qu'il y avait Mars habité par une civilisation. Quand on a fait table rase de cela, c'est devenu un peu démodé. Donc on voit la littérature des années 50, c'est: «On arrête les bêtises, on est sérieux, on fait de la physique, il y a pas d'extraterrestres», et cetera. C'est quand même revenu dans les années 70, notamment dans le cadre de la mission, Viking, qui avait comme objectif de chercher une vie, alors une vie simple, bactérienne, sur Mars. Et comme on n'a rien trouvé, après c'est devenu démodé, assez démodé, dans les agences spatiales, on fallait pas dire qu'on allait chercher la vie quelque part. Et puis doucement mais sûrement, c'est revenu et maintenant et c'est vrai que c'est un sujet, majeur, que ce soit pour l'exploration planétaire ou des cibles comme, Europe, donc une lune glacée autour de Jupiter dans laquelle on va dire il y a des océans d'eau liquide, Encelade autour de Saturne qui a le même statut et on a envie d'explorer, d'aller voir s'il y a des poulpes qui nagent là-dedans, des crevettes. Et puis Mars aussi est devenu un objet, particulièrement exploré parce qu'on sait qu'il y a quelques milliards d'années, elle ressemblait à la Terre avec des lacs et des rivières et donc pourquoi pas la vie. Et c'est devenu maintenant quand même un sujet, officiel, et sérieux et avec en plus maintenant tout l'aspect exoplanète, exploration à distance avec des télescopes spatiaux et c'est un grand, grand sujet de recherche qui est reconnu, quoi. Juste pour corriger un petit lapsus que tu as fait, François, quand tu parlais des canaux martiens et de la guerre des mondes, tu as dit le début du 19e siècle, mais c'est bien sûr la fin du 19e siècle, Oui, voire le début du début du 20e, 20e ouais. siècle. Voilà, mais je sais que tu le sais, c'était juste pour nos auditeurs. Et vous, individuellement, quelle est la relation que vous entretenez en tant que scientifique envers la science-fiction et ou en tant qu'autrice envers, l'astrophysique? Par exemple, François, quelle relation tu as avec la science-fiction? Quelles sont, des œuvres de SF qui ont peut-être joué un rôle dans ta volonté de travailler sur la question de la vie ailleurs? Pour moi, si je prends ça à mon enfance, c'est effectivement l'intérêt que j'ai eu pour la science, c'est, d'abord Tintin, Objectif Lune. En fait, Tintin m'a vraiment influencé pour beaucoup d'autres choses. Ta Tintin au Tibet pour faire de la montagne, le Trésor de Rackham le Rouge pour faire de la plongée sous-marine et toute ma vie, j'ai fait de la plongée sous-marine, de la montagne et de l'exploration spatiale et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, je crois. En fait, Moi aussi. je réfléchissais au point et ensuite, plus encore que la science ou l'astrophysique, j'avoue que ma fibre personnelle, c'est l'exploration
Et parmi les œuvres, si j'essaye d'être un peu original, j'étais assez marqué, disons adolescent, par, les œuvres de Arthur Clarke. Arthur C. Clarke qui fait une science un peu sérieuse et par exemple, je sais que le roman, 2010 Odyssée 2, donc qui est la suite de 2001, m'a vraiment marqué. Cette exploration du système de Jupiter, alors il faut connaître le scénario, mais en fait, on envoie un vaisseau spatial soviétique, se mettre en orbite autour de Jupiter et il y a des Chinois qui ont découvert qu'il y avait de la vie sur Europe et j'étais à fond quoi, j'y croyais et l'autre le roman qui m'a aussi beaucoup marqué par son lien avec la science et le réalisme qui était apporté, qui donc me donnait une impression de vérité et donc m'apportait une grosse émotion, c'était, le livre, Rendez-vous avec Rama. Donc c'est cette histoire d'un vaisseau spatial qui intercepte un objet extraterrestre qui traverse le système solaire et là on découvre une mystérieuse station spatiale, non habitée mais, extraterrestre et comme tout cela est raconté avec énormément de réalisme physique et puis moi j'étais très physicien, très matheux, ça marchait pour moi quoi, j'y étais quoi. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote au sujet de Rendez-vous avec Rama très rapidement? Donc, effectivement, moi, c'est pareil, c'est un roman que je trouve, merveilleux et l'introduction, j'adore en particulier, je la relis de temps en temps et hem et donc ce roman donc décrit, le passage dans le système solaire effectivement d'un objet venu d'ailleurs du système solaire et il faut savoir qu'en 2017, un objet a traversé le système solaire, une espèce d'astéroïde ou de comète et il a été découvert avec un télescope qui se trouve à Hawaï et un télescope qui fait partie d'un réseau, qu'on appelle, SpaceGuard et qui a pour but, notamment premier, de recenser la population des petits corps, qui se baladent dans le système solaire et qui pourraient représenter un risque de collision avec la Terre. Et ce nom SpaceGuard, il a été donné, dans les années 90 à ce réseau-là en l'honneur du d'un réseau similaire imaginé par Arthur Clarke dans Rendez-vous avec Rama. Donc en fait, que ce soit dans la réalité ou dans Rendez-vous avec Rama, l'objet interstellaire est découvert par le réseau SpaceGuard et je trouve ça on parle aujourd'hui de lien entre SF et entre science-fiction et science. Voilà, il y a cet hommage-là qui a été rendu et il y a beaucoup de liens, en fait, entre la façon dont on a découvert cet objet interstellaire et la façon dont sa découverte est décrite dans Rendez-vous avec Rama. Je referme la parenthèse sur ce superbe roman. Oui, mais ça fait un lien, aussi notamment avec la question suivante, Audrey, pour toi, alors est-ce qu'il y a eu des avancées, scientifiques et astrophysiques en particulier qui t'ont inspiré ou qui t'ont marqué? Ou est-ce que tu suis en général, les découvertes en astrophysique? Alors oui, mais d'une manière, totalement intéressée quand j'ai, une idée de texte, de récit, qui serait dans ce contexte-là. Pour répondre juste en même temps à la question d'avant, moi pour ma part étant pas scientifique dans ma formation ou autre, l'attrait pour les sciences, il est venu par la science-fiction également en tant que lectrice. Une œuvre qui m'avait marquée, moi, c'était la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, parce qu'il y a quand même de longs passages de description, en fait, de la terraformation de Mars et cetera. J'avais trouvé ça, vraiment passionnant, c'était pas du tout les passages qui m'avaient gênée, au contraire et ça m'avait amené à plus après aller, peut-être lire d'autres articles, des travaux ou autres, plus me renseigner, en général sur ça parce que la la science-fiction avait eu ce pouvoir de vulgarisation, en fait, je dirais, de m'amener à l'intérêt, de ces potentiels, progrès, techniques, par rapport à un récit humain, qui était, l'installation, la colonisation, de Mars et après, Asimov que j'ai lu notamment avec Lorsque les ténèbres viendront, qui était aussi sur une histoire de planète qui s'apprête à vivre une nuit, extrêmement longue pendant des siècles. Il y avait le côté impact sur la civilisation de ce que ça allait faire, mais toutes ces descriptions également, de ce système solaire étaient, vraiment passionnants et voilà, c'est ce qui m'avait, vraiment, amenée à avoir cet attrait des sciences par rapport à l'astrophysique. Comme je disais, c'est quand je vais avoir une idée d'un texte que je veux mettre dans ce décor-là où, je vais aller me renseigner et cetera. Mais là, par exemple, je vais être plus attentive au quotidien sur tout ce qui peut être vraiment de la colonisation spatiale, tout ce qui peut être station spatiale également parce qu'il y a Eurossignol, mais parce que j'ai d'autres choses, de tout ce qui peut être également d'installer des bases lunaires, des bases martiennes, des bases ailleurs, voilà, de donc ce genre de choses. Après, je trouve ça,
passionnant et je trouve le grand public est peut-être pas assez, courant de tous les axes de recherche et de tout ce qui peut, se faire en fait, au quotidien par les chercheurs. Puis quand on en a, on aimerait juste, qu'on se nous soit, expliqué et vulgarisé d'une certaine manière, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font et c'est pas toujours, communiqué. Oui, surtout sur un sujet aussi compliqué que la vie ailleurs et aussi facile à, mésinterpréter. Enfin, c'est un sujet que je trouve assez dangereux à diffuser, de la bonne manière. Enfin, ça peut vraiment être diffusé de la mauvaise manière. En tout cas, on a essayé, dans la première saison de ce podcast disons, d'aborder les thèmes de l'astrophysique en lien avec la question de la vie ailleurs. Et justement, en science-fiction aussi, la vie ailleurs, la vie extraterrestre, c'est pas le seul thème, bien sûr, mais c'est un thème prépondérant. Et donc justement, est-ce que, à la fois, j'ai envie de poser la question, à l'autrice et aux scientifiques, est-ce que cette, question de la vie extraterrestre, c'est un moteur? Par exemple, François, pour toi, tu dis Mars, tu dis le climat actuel de Mars, le climat passé. Tu as déjà parlé du fait qu'on a cette question sur l'habitabilité ancienne de Mars et là, on y recherche éventuellement des traces de vie ancienne. Est-ce que toi, c'était une motivation particulière ou tu t'intéresserais à Mars un petit peu de la même façon, même si, on découvrait demain que les rivières étaient faites par du CO2 liquide, je n'en sais rien, mais C'est ça, non, ça fait partie de inévitablement, ça intéresse tout le monde, je dirais, l'enfant qui est en nous, rêve quand même de vie ailleurs et je me souviens en lien avec la question de tout à l'heure que quand j'ai commencé ce métier au tout début des années 90, c'était plus la mode de parler de vie sur Mars et je me souviens avoir fait un atelier sur ce sujet et un de mes collègues un peu plus ancien me disait: «Quand même, hein, ce serait incroyable» et cetera. Depuis, c'est devenu vraiment un sujet de recherche majeur. Alors moi, paradoxalement, le fait que je suis un amateur de science-fiction et de vie extraterrestre, tout ce que vous voulez. Mon métier, ça m'a conféré une grande prudence. Je suis, je me méfie du fait que les gens ont envie de voir de la vie partout et particulièrement, une tendance qu'il y a eu, y compris chez des collègues très sérieux, de quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, de dire: «Oh, ça doit être explicable par la vie» et dans ce contexte-là, il y a eu plusieurs annonces sur Mars, par exemple, on avait découvert du méthane et certains collègues ont littéralement titré, dans leurs articles scientifiques: «Life on Mars» et cetera. Il y a eu un peu la même histoire avec la découverte d'une molécule bizarre, sur Vénus qui était la phosphine et à cette époque-là, je me suis un peu impliqué. J'ai écrit des éditoriaux, j'ai fait des médias, avec d'autres, hein, bien sûr, pour dire que non, c'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose qu'il y a de la biologie ou des extraterrestres derrière et donc je m'en méfie beaucoup et finalement, fort de ma fascination pour la science-fiction, je me sens aussi fort pour dire: «Non, non, faut distinguer les 2. La science et la science-fiction, c'est pas pareil». Pour ma part, oui, c'est une source d'inspiration, énorme et d'ailleurs j'en ai fait vraiment, Rossignol, c'est, vraiment, central puisque, dans mon roman Rossignol, il y a une trentaine, une quarantaine, j'ai même pas compté, d'espèces, non humaines, avec également une hybridation interespèces. Donc en plus, j'ai des individus qui souvent d'ailleurs, ont le capital génétique de 10, 15, voire plus, espèces différentes. Mais, j'ai fait abstraction des exoplanètes dont ils sont originaires, puisque tout se passe sur une station spatiale, donc qui est une construction en fait, de métal et pas que. Donc oui, ça a été, vraiment, une source d'inspiration, centrale. Heureusement, bon, la science-fiction, il y a beaucoup, beaucoup d'autres sous-thèmes. On peut énormément s'en passer, faire beaucoup, beaucoup d'autres choses qui se passent sur Terre ou ailleurs et j'aime aussi bizarrement les histoires, enfin les récits de science-fiction qui se passent dans l'espace, mais sans vie extraterrestre et je trouve ça d'une tristesse infinie. Certains récits où en fait on est allé, loin, on a colonisé des planètes, des systèmes solaires et on a eu ce rêve pendant tout ce moment de préparation de trajet et cetera et on se retrouve seul en fait. Finalement, on y va et on ne retrouve que, nous-mêmes et on se retrouve entre humains. Ça donne des récits souvent où on reproduit les mêmes choses que ce qu'on peut vivre sur terre et je trouve ça extrêmement triste en fait, de se dire qu'après toute cette énergie, ces ressources et ce temps passé, à espérer qu'on n'était pas seul, en fait, on y va et on est toujours aussi seul, quoi. C'est des récits qui me touchent beaucoup et c'est des récits qui peuvent aussi amener beaucoup d'interrogations sur, pourquoi on en cherche, en fait. Pourquoi on cherche, cette trace de vie, ailleurs et est-ce qu'on acceptera un jour de se dire que non, il y en a pas?
et ce que ça voudra dire après comme deuil à faire. Ce sera en effet assez triste. Pour rebondir sur ces récits, justement, je ne veux pas trop spoiler, mais comparé à ce que tu as dit plus tôt sur les récits de science-fiction qui ont une tendance à parler de combats dans l'espace ou d'exploration, de voyage, j'ai trouvé que Rossignol et Filles de l'espace, notamment, c'est des histoires qui étaient très ancrées dans un quotidien, dans une forme de réalité. Il y a pas de combat spatial, alors je spoil un peu, hein, forcément, mais voilà, ce sont des quotidiens et des quotidiens qui sont différents d'une autre parce que ça se passe, sur un vaisseau spatial, il y a des voyages entre, les exoplanètes, mais il n'y a pas d'exploration ni de guerre des étoiles. Il y a rien et ça m'a beaucoup marquée. Ah bah, super. Ouais, c'était aussi, l'idée de montrer, d'autres, schémas, en fait, et puis, par exemple, sur Filles de l'espace, ça, c'est une nouvelle, mais qui se passe sur, 30, 40, 50 années de vie à peu près, je sais même plus, sur la vie d'une personne. Bon, Rossignol aussi se passe plus ou moins sur cette durée de temps de la vie d'une, descendante des êtres humains, on va dire, hybride. Donc oui, c'est aussi parce que les thématiques que je voulais aborder, sur ces textes étaient des thématiques, sociales en fait, de vivre ensemble, d'organisation, géopolitique, de questions civilisationnelles, en l'occurrence parfois pour Filles de l'espace, qui est aussi une histoire d'amour, bizarrement, la seule que j'ai écrite, je crois. Et donc oui, je ces questions de cohabitation sociétale et cetera, elles viennent par le quotidien, elles viennent par, l'organisation qui est faite, sur tous les aspects de la vie, de travail, les questions de déplacement, donc puis de l'espace, c'est une question de migration entre exoplanètes. Voilà, donc c'était sur ces questions-là. Si effectivement on va être sur des romans d'aventure, on est peut-être obligé d'exploser un ou 2 vaisseaux, dans l'espace, mais encore, on peut faire de l'aventure sur, exoplanète sans forcément de combat spatial et puis voilà. Mais voilà, c'est ça dépendait aussi de ce qu'on voulait faire dire, au récit. Pour l'anecdote, il y a eu un phénomène particulier dans ma tête pour préparer cette interview, c'est que j'ai d'abord lu Filles de l'espace et l'héroïne, je l'ai imaginée humaine et après j'ai lu Rossignol où les personnages, il y a beaucoup d'espèces et ces espèces ne sont pas forcément décrites par leurs caractéristiques physiques, c'est plutôt leurs capacités, c'est plutôt des interactions et au fur et à mesure du roman, on associe certaines caractéristiques physiques. Par exemple, il y a les A qui ont une peau écailleuse à un moment, Oui, c'est ils sont dit, mais c'est reptiliens, pas oui. du tout fondamental dans l'histoire et après, j'ai relu Filles de l'espace et là, je me suis dit: «Mais ça se trouve, l'héroïne, elle est pas du tout humaine, en fait. Elle nous ressemble pas du tout. Ça se trouve, elle a une peau écailleuse. Elle a, elle est faite de voiles, je ne sais pas, c'est un individu à base de méthane, je n'en ai aucune idée, mais ça se trouve, je m'étais projetée vers un personnage, qui me ressemble et qui ne me ressemble peut-être pas du tout. À part qu'à un moment, il y a son âge, majorité à 18 ans, c'est dit, Mmh, je crois, quelque part. C'est oui. la seule indication qui ressemble, un peu à l'espèce humaine. Alors, Fille de l'espace, elle est quand même humaine. J'étais pas allée aussi loin que ça. Elle est quand même humaine, mais on est sur une humanité qui s'est installée sur de nombreuses lunes et planètes. Je travaille beaucoup aussi sur les évolutions sociétales suite à des gros conflits, très, marquants. C'est super joyeux et donc c'est l'idée que suite à une grande guerre, parce que certaines personnes, enfin certains groupes se sont installés sur certaines planètes plus clémentes, d'autres se sont installés sur des planètes plus hostiles, et il y a un grand conflit qui entraîne un système de rotation où en fait les personnes sont amenées à tous les 6 mois changer d'exoplanète ou de lune pour que parfois ils sont sur une planète paradisiaque, parfois une planète de jungle, parfois une planète glacée où il y a pas d'été pendant 50 ans, enfin et que comme ça tout le monde est un peu une question d'équité. Donc je suis restée avec des humains puisque le propos ici était de montrer l'injustice de base des installations, de sociétés humaines par rapport à certains continents, certains pays, certaines régions sur Terre. Donc j'avais juste transposé ça. D'ailleurs, je m'inquiète pas du tout dans Fuite de l'espace et c'est un non-sens en astrophysique, de la question du temps de déplacement entre entre mes planètes et mes stations rond-point, parce que les gens font un petit stop à une station rond-point avant de et ça fut d'où le nom rond-point vient d'ailleurs, hein, parce qu'ils Oui. ils ont perdu la notion du rond-point tel qu'on le connaît et qu'on l'adore sur Terre, surtout en France et donc je m'étais pas posé cette question des trajets. Donc là, vous voyez, en astrophysique, j'ai dû faire un choix. Je me dis: «C'est pas mon propos de raconter toute l'histoire des distorsions temporelles et tout». Donc non, ils se déplacent, les trajets sont rapides, je ne sais pas comment. Mais le propos, il était plutôt, par rapport à ça et au fait que se déplacer ainsi, ça peut paraître une bonne solution pour partager toutes les exoplanètes et toutes les lunes, dans la population. Mais ça amène qu'est-ce que ça veut dire aussi de la façon de faire, famille, de faire, société et du fait qu'il ne peut pas y avoir de nationalisme ou de militantisme ou de groupe politique qui se crée puisqu'on est toujours arraché, toujours dans le mouvement et que c'est aussi une forme de contrôle, politique
des populations. Donc voilà, dans le sud de l'Est. Mais elle était bien humaine. Dans Rossignol, là où je me suis amusée, c'est qu'effectivement, c'est un point de vue interne profond. Donc elle ne décrit pas les autres espèces parce qu'elle considère que vous les connaissez. Elle parle à un contemporain ou une contemporaine. Et si quelqu'un aujourd'hui, enfin, si vous lisez un roman où tout d'un coup l'héroïne vous dit qu'il y a un chat qui entre dans sa maison, elle va pas vous décrire un chat. Elle va pas vous dire il a 4 pattes, il a 2 oreilles, il a une queue. Vous savez ce que c'est un chat. Donc là, c'est pareil. Donc j'ai pas totalement décrit toutes mes espèces. J'en avais beaucoup en plus. Mais j'ai placé des petits jalons que certaines personnes ont remarqué, où effectivement, des fois, je dis que mon héroïne, dit qui est Humania, va dire bah oui, ma peau était normale, bleue et dorée, quoi, comme toute peau d'Humania normale. Et là, en fait, c'était pour dire que c'était plus vraiment des humains tels que nous sommes avec nos caractéristiques, mais que c'était une humanité qui avait évolué aussi. Et il y a aussi pas de notion de beau et de Oui, lait. et Du de coup, lait. tout le monde est beau. Et je voulais juste mentionner une autre nouvelle que tu as écrite, Audrey, et qui parle pas du tout de vie extraterrestre, mais qui peut intéresser, François qui est climatologue et sensible à la question du changement climatique et qui s'appelle, alors j'ai peut-être plus le nom en tête, mais je crois que c'est «5 années à attendre». Encore 5 ans. Encore 5 ans, Encore encore 5 5 ans, ans, ouais. encore 5 ans. Et donc juste pour vous, je peux dévoiler juste le Oui. principe puisque c'est dit dès le début, où en fait l'idée c'est que l'humanité est endormie pendant une durée, je crois qu'au début c'est prévu une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, pour laisser un peu de temps, un peu de répit à nos actions environnementales de porter leurs fruits et à la nature de se réveiller, aux océans de se repeupler. Et bien sûr se pose la question, comme souvent en science-fiction, mais les personnes qui détiennent ce pouvoir de garder les milliards d'humains endormis, vont-ils vraiment savoir, que vont-ils faire de ce pouvoir-là? J'ai trouvé une très jolie nouvelle. Merci beaucoup. Oui, c'était, je l'avais écrit vraiment, suite au covid où, on avait vu, les effets du confinement de l'humanité, sur la nature avec des biches qui se baladaient à Fontenay-sous-Bois des poissons qui réapparaissaient, enfin qui retrouvaient une taille telle qu'ils sont censés avoir, dans la nature, en Méditerranée. Je m'étais dit: «Mais en fait, il faudrait qu'on endorme tout le monde, ce serait super facile». Et voilà, il y a une petite question aussi de terrorisme écologique pour le coup parce que c'est un peu la question et effectivement, est-ce qu'on réveille, on réveille pas, on continue, on va plus loin, on attend? Voilà, c'était, Est-ce que la terre n'est pas mieux sans nous? est-ce que la terre n'est pas mieux sans nous? Alors je vous invite à lire la nouvelle parce que justement les questions sont abordées. J'ai essayé de donner des réponses, mais Alors oui, lisez-la, je sais qu'elle est dans le numéro 107 de Bifrost. mmh Je ne sais pas si on peut la trouver autrement, dans un recueil peut-être? Elle a été également, dans l'anthologie des Utopiales 2023, si je me trompe pas, mais c'est ça, 2023. Et j'avais également dans l'anthologie des Utopiales 2024 une nouvelle qui parle d'une exoplanète, extrêmement, hostile où il faut ça s'appelle Archives d'Arani. C'est justement cette colonisation de cette planète où elle est tellement hostile qu'on envoie en fait les prisonniers, on en fait une planète prison pour envoyer les gens puis y mourir. Mais en fait, au final, ils abandonnent la prison avec les prisonniers en disant: «De toute façon, ils vont finir par mourir tout seuls» et en fait, les prisonniers se disent qu'il faut peut-être, s'adapter à la planète, pour, y survivre et c'est un récit d'adaptation, en fait, à des notamment une faune et une flore, aliens. Parce que, on pense souvent quand on dit, on va trouver des formes de vie, on pense tout de suite à cet extraterrestre intelligent, développé technologiquement, sage, avec qui on peut communiquer. Mais il y a aussi juste la question de découvrir une faune, par exemple, aussi, qui peut être, juste du règne animal, exo-animal, je sais pas, il faudra lui trouver un nom. Et justement, comment est-ce que, dans tes romans, enfin romans et nouvelles, tu as imaginé des formes de vie qui étaient différentes de la nôtre? Notamment dans Rossignol, c'est assez flagrant à quel point, certaines espèces ont l'air si différentes de la nôtre. Comment les as-tu imaginées? Hem, alors en galérant pas mal, déjà. Non, alors ça en fait, ça a été c'était bizarre, il m'en fallait beaucoup, donc j'avais la chance de pouvoir aussi répartir différentes caractéristiques. Rossignol, il y a la question, également juste et ça lie nos sujets ensemble, de l'impact du milieu sur le développement de la vie, en fait. Quelle forme va prendre la vie en fonction du milieu, dans lequel elle apparaît? Donc je ne pouvais, je devais à la fois penser aux planètes d'origine de mes espèces et à comment ça avait pu impacter au niveau de leur physiologie. Par exemple, mes rats sont, reptiliens, je mentionne qu'ils viennent d'un désert, qu'il y a aussi, toute, culture au niveau culture et spiritualité, il y a aussi des impacts.
d'être sur ce type de planète. J'ai une autre espèce qui est sur, une planète, entièrement de roches avec un certain nombre enfin, vivant dans des galeries et ils ont, des sens qui leur permet de comprendre, et de connaître la roche autour d'eux. Donc il fallait, en fait, penser au milieu dans lequel ces formes de vie étaient apparues et les impacts que ça allait avoir sur le développement de leur forme, leur physiologie. Mais en même temps, je voulais aussi me détacher du bipède, avec quelques petites excroissances et chauves, hein, qu'on voit dans les films, des années, 80, 90. Quand on veut dire, qu'une personne, notamment, est, femme, alien, on la fait chauve. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples, dans Babylon 5, dans Star Trek. Donc fallait se détacher de ça et en même temps, ce qui était difficile, c'est que j'avais quand même besoin d'une interaction entre les personnages, donc il fallait plus ou moins qu'ils peuvent se voir, qu'ils puissent par exemple, quand on interagit avec quelqu'un, on le regarde dans les yeux. Alors là, j'ai des individus qui ont des milliers d'œils, donc ça fait beaucoup d'œils à regarder d'un coup, mais comment on travaille l'interaction aussi, le sourire? On dit: «Ben, il sourit». Bah non, il sourit pas, il conçoit même pas ce que c'est peut-être un sourire. J'ai des espèces qui pouvaient ne pas entendre les sons, ne pas savoir ce qu'était un son. Donc il y avait toute la question de la forme de communication interespèces, d'également de différence de taille, enfin voilà. Donc il a fallu penser, j'ai essayé de répartir ça entre les différentes espèces et comme j'ai des hybrides aussi, il y en avait qui avaient toutes les caractéristiques. Donc l'idée était de sortir de ce que j'avais. Donc quand j'avais une idée qui me paraissait, trop bien, je me demandais d'abord: «Est-ce que ça a pas été fait ailleurs, dans un autre roman, dans un autre récit, dans un film? Est-ce que c'est pas trop facile aussi?» Et puis comme vous disiez au début, est-ce que je décris à chaque fois dans son entièreté, un personnage où l'intérêt c'est plutôt, à ce moment-là, qu'est-ce que ce personnage va faire pour mon héroïne ou va apporter à l'intrigue aussi? Donc je laissais grande part au lecteur et à la lectrice de se finir un peu le puzzle, de certaines personnes. Certaines espèces sont plus décrites par leur attitude, culturelle ou spirituelle plutôt que par leurs, caractéristiques physiques. Voilà, donc non, c'était pas difficile. Moi, personnellement, j'avais un tableau Excel, en fait, hein, pour noter tout ça, en fait. Pour Ah oui, suivre un peu pour mes suivre. mes différentes espèces, aliens. Mais il y avait vraiment la question, ouais, de quel type de climat, je tends une grande perche à François. Quel type de climat, quel type d'exoplanète amènerait quel type de vie et quelle forme de vie pourrait y prospérer, en fait? Bah, on va aborder cette, question juste un peu plus tard, mais elle sera très intéressante, avec vos 2 perspectives. Il arrive qu'un auteur de science-fiction travaille avec des scientifiques, alors soit en amont pour, peut-être, imaginer, des aspects de la trame de son récit, soit parfois juste en termes de relecture. Donc je voulais savoir si, vous 2, vous aviez participé à ce type de travail collectif. François, par exemple, est-ce que tu as déjà, travaillé avec des auteurs de SF comme ça? Ouais, assez souvent. J'ai souvent été contacté. Je dois dire que souvent aussi, ça n'a pas abouti beaucoup. Il y a beaucoup de projets, on se rend compte, qui ne voient pas le jour. Alors j'ai assez, volontiers été contacté pour, des projets en lien avec la planète Mars et une série, des films, notamment avec Jean-Jacques Benex. On avait un peu travaillé, sur le réalisme, d'une mission spatiale, vers Mars avec, le projet n'a pas abouti. Mais on m'a aussi contacté pour toutes sortes de conseils en tant que physicien au sens large. Je me souviens que j'avais pas mal discuté avec un auteur qui voulait faire je me demande même si c'était un roman ou un film. Je pense que c'était un roman où son idée, c'était de faire disparaître, toute l'eau sur terre d'un coup. Alors moi, j'avais essayé de trouver une explication à ça. En tout cas, dans tous les cas, je marchais à fond. C'est-à-dire que d'une part, j'aimais bien, rendre les choses, le plus réaliste possible, un peu par goût personnel, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve que quand c'est vraiment réaliste, quand, le spectateur ou le lecteur a digéré l'idée que tout ce qui est écrit dans le livre est vrai, je trouve que l'émotion est plus forte. Alors que si on il y a des licences, du «On s'en fout», moi ça marche pas bien. Quand quoi évidemment, quand c'est un roman dans la catégorie un petit peu un roman ou un film qui se veut un peu réaliste, par exemple, quand on va explorer Mars, il y a cette volonté-là. On veut quand même que ça ressemble à ce qui se passerait sur Mars si on y allait. Et puis, dans ce contexte-là, non seulement je relisais, je corrigeais, mais j'aimais bien suggérer. J'étais à fond en train de dire: «Oui, alors il faut se passer ça, parce qu'il faut savoir que les couchers de soleil sont bleus à ce moment-là, tac, tac, tac» et ça marche pas toujours quand même les suggestions. Bah, moi, je suis comme toi, François, j'ai besoin de ce vertige du possible, c'est-à-dire enfin, j'apprécie encore plus les œuvres où je me dis: «C'est plausible» ou «Ça peut se passer quelque part dans l'univers à peu près de cette façon-là». Ça me donne une dimension, une émotion,
une émotion au-dessus. Alors Audrey, il se trouve que je sais que toi, tu fais parfois appel à des scientifiques. Est-ce que tu le fais régulièrement? Est-ce que tu aimes le faire? Enfin, tu peux nous citer quelques exemples? Oui, alors je le fais de temps en temps. Je le fais pas systématiquement parce que la raison, très, très simple, c'est que je suis, toujours à la bourre pour rendre mes textes, donc j'ai pas le temps. Voilà, je suis vraiment, j'écris toujours, quelques jours avant la deadline, donc voilà, mes éditeurs et éditrices, le savent. C'est un point commun avec la recherche, ça. Voilà. Non, je l'ai fait quelques fois. Ah, ça dépend encore une fois des thématiques et du propos, de ce que j'en dis. J'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Dolores, sur la douleur. Le fait qu'on pouvait, avec une puce dans le cerveau, transmettre notre douleur à quelqu'un d'autre et se créer tout un marché, en fait, de la douleur. J'avais fait relire effectivement par une personne qui était, spécialiste, de la gestion de la douleur en milieu hospitalier. Tout simplement parce que, voilà, j'avais besoin de c'était pas tant sur le niveau technique que, le niveau, ressenti des personnes, en fait. Donc c'était très intéressant. Je l'ai fait, plutôt autour de projets ou d'idées, bon, bah, j'ai un bêta lecteur qui travaille donc la science des lasers, il connaît en physique quantique, donc ça peut être aussi hyper pratique, voilà. Et là où je l'ai fait pour vraiment le projet pour lequel j'ai vraiment fait appel à un consultant technique et qui a abouti, c'était une nouvelle pour le magazine Science et Vie Junior et la personne qui m'a relu est Franck Celsis, ici présent, donc qui ne s'en souvient pas, mais nous avons passé 2 heures ensemble au téléphone. Non, mais si, je m'en souviens, je me souvenais juste plus Du de la projet. nouvelle et de où elle était publiée, c'est tout, mais je m'en souviens très bien. Donc ça avait été très intéressant, parce que, j'avais donc, écrit pour Science et Vie Junior une nouvelle sur, les exoplanètes et les astres qui ont des comportements étranges dans l'univers. Alors il m'avait envoyé une liste, hein, quand même d'exoplanètes et d'astres et cetera, donc j'avais potassé. J'ai d'abord écrit le récit parce que j'avais besoin du récit, c'est pour un public jeunesse. J'avais jamais écrit pour de la jeunesse, donc pour ce public jeunesse, mon récit était une course de vaisseaux spatiaux sur des exoplanètes, hostiles, on va dire. Donc il y a une course sur une planète, avec un cyclone perpétuel parce qu'en rotation, synchrone avec son étoile. Il y avait une course sur une planète de lave. On finissait aussi sur un système binaire X. Alors Franck va corriger si je me souviens pas parce qu'il fait son idée. C'est intéressant parce qu'à la fin, j'avais fait une course autour d'un trou noir et Franck m'avait dit: «Ça ne sert à rien. Un trou noir, soit on vit, soit on meurt, en fait. Il y a pas de c'est pas que J'ai enfin». dit ça? Oui! Ah bon? C'était pas, moi, il me fallait une course où il y avait, voilà, un peu du mouvement, où il y avait du danger, mais bon, là, il m'avait dit: «Il vaut mieux prendre un système binaire X dont une des étoiles est devenue une supernova et l'autre étoile se fait, spaghettiser par le trou noir, la supernova est devenue un trou noir et là, on a un transfert de masse et là, pour des vaisseaux spatiaux, ça peut devenir intéressant d'aller essayer de surfer là-dessus», pour résumer le truc. Eh ben, Mais je crois que c'était peut-être pour, l'aspect visuel des choses, non? C'était L'aspect ça un petit peu? C'était visuel, pas parce que l'aspect dangereux de la chose, en fait, il fallait qu'on soit un peu sur le fil, qu'il y ait du rebondissement. d'accord, OK. Et c'était intéressant justement parce que la question qui s'était posée, c'était, que j'avais d'abord écrit le texte et ensuite je l'avais envoyé à Franck. Alors qu'effectivement, si j'avais peut-être échangé en amont, j'aurais peut-être pu éviter de faire ces erreurs d'écrit. Mais en même temps, les quelques fois où j'ai pu discuter avec, des scientifiques en général d'une thématique, c'était peut-être trop large et au final, ça m'a pas spécialement aidée. C'est aussi des idées qui sont peut-être pas abouties parce que, j'avais déjà besoin de poser le récit avant. De poser l'intrigue, de poser le message de l'intrigue. Bon là, en l'occurrence, c'était de l'aventure, donc ça va. Mais il y avait quand même une histoire, des personnages qui se retrouvent, une compétition, donc une histoire de famille. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir, d'avoir quand même déjà écrit et d'après avoir l'échange et puis, ce qui était rigolo, c'est qu'on parlait de Trappiste, Trappiste 1E que Franck connaît très bien. Que François connaît bien aussi. J'ai une résidence secondaire sur Trappista, mais j'ai beaucoup de mal à y aller. Et puis ce qui était bien aussi, c'est que, moi j'avais aussi pu imaginer, d'autres exoplanètes parce que je considère que le jour où on pourra se déplacer en vaisseau jusque là-bas, on en trouvera d'autres que ce qu'on peut simplement observer, depuis la Terre, avec les méthodes d'observation, qu'on a et qui sont décrites dans l'épisode numéro 4 du podcast, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, il y avait aussi à quel point, on a les éléments scientifiques actuels connus et puis à quel point on pouvait aussi, rajouter, broder et puis peut-être aussi, faire de la prospective de ce qu'on saura plus tard sur ces événements. Mais c'était très, très intéressant et j'espère toujours enrichir mon annuaire
de scientifiques, vers qui je pourrais me tourner sur ce type de relecture et de consultance, on va dire. Oui. Est-ce que je suppose bien en disant que probablement le bêta lecteur qui fait des lasers et de la physique quantique, est-ce que ce ne serait pas l'incontournable Paul Dorion? Et si c'est lui, beh, s'il écoute ce podcast, on le salue amicalement. Alors tout à fait, j'ai aussi eu un jour une drôle de conversation avec, Fabrice, Chemla où j'avais besoin d'une, drogue, et j'ai eu bizarrement c'est drogue extraterrestre et c'est à lui que j'ai demandé par rapport à ses compétences de chimiste. Oui, c'est un des principaux Ouais, fournisseurs. voilà, exactement et de la très bonne note. C'est pas évident, on peut pas avoir, son un carnet d'adresses avec un scientifique ou une scientifique sur chaque, thématique, mais Non, alors moi j'avais à un moment donné eu le projet de faire un annuaire comme ça pour oui, les auteurs avec des gens qui, c'est pas juste la question de trouver des spécialistes, c'était la question de trouver des gens, très désireux, oui aussi. de faire ça. Mais en fait, je crois que généralement les scientifiques ils sont curieux de ça et je Mmh. pense que rarement tu tomberas sur quelqu'un qui te dira: «Non mais c'est pas sérieux ça, je j'ai pas de temps pour ça». Ou alors, on peut réorienter. C'est comme pour, les interviews par des journalistes. Si, on me demande: «Est-ce que tu peux répondre à une interview sur les trous noirs?» et ben, je ne peux pas, mais je peux réorienter vers la personne qui peut. Oui, bien Oui. sûr. Juste pour, une courte anecdote, parce que les consultants peuvent aussi gâcher, détruire le récit. C'est ce que j'ai fait une fois, malencontreusement. Mmh. C'était justement pour Trappistin, c'est pour ça que je le mentionne. En fait, quand le système a été découvert, on a réussi à accompagner la publication dans Nature d'une nouvelle de science-fiction écrite par Laurence Suner, qui se passait justement, sur Trappistin 1E avec des colons et je crois elle a écrit 2 nouvelles et dans sa deuxième, à un moment donné, donc bien sûr, nous, on relisait son texte pour, elle voulait que ce soit parfaitement, réaliste du point de vue, de ce qu'elle mentionnait par rapport à ce qu'on savait du système et à un moment donné, elle mentionnait le fait que ces colons sur Trappist-1E avaient des satellites géostationnaires et sur le moment, je m'étais dit: «Une planète qui est en rotation synchrone, ça veut dire que sa période de rotation est égale à sa période orbitale. Ça veut donc dire que, les satellites tournent aussi autour de cette planète avec la période orbitale et donc je me disais: «Mais ça veut dire finalement que ces satellites, ils sont au point de Lagrange, ils sont à des points de Lagrange, L4, L5». Et je me suis dit: «Mais vu ce système-là hyper compact, ça doit pas être stable. Ça doit pas être stable». Donc j'ai demandé à mon collègue Sean Raymond, qui est aussi une bonne adresse pour poser des questions d'astronomie et il m'a dit: «Ah ben c'est oui, non, tu dois avoir raison, ça doit pas être stable, mais c'est une bonne question, je vais le tester» et comme il avait des simulations de Trappistin, il a mis plein de petits objets, dans ces points-là et il m'a dit: «Non, non, c'est pas stable, c'est pas stable». Et puis voilà, donc j'ai répondu à Laurence: «Non, tu peux pas mettre des satellites géostationnaires» et elle les a enlevés. Et puis je sais pas pourquoi 1 ou 2 ans après, je suis retourné vers Sean et je me dis: Mais quand tu me disais que c'était pas stable, tu veux dire, ça part en combien de temps?» Et il m'a dit: «Ouais, c'est en 10 000 ans, ils sont plus là». Et là, je me suis dit: «C'est idiot, ces colons, ils s'en fichent bien, nos les Starlink, ils durent tellement peu de temps», enfin voilà. Donc parfois, il faut se méfier de notre, Réalisme. ouais, de notre réalisme ou des échelles de temps qu'on Oui. manipule parfois. Bon voilà, donc je ferai plus attention la prochaine fois. Et alors c'est une question, pour François, mais aussi pour Audrey. C'est donc on parlait là de des scientifiques qui apportent quelque chose à une œuvre de fiction ou une contrainte, mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi dans cette collaboration que, les auteurs, par leurs imaginaires, amènent quelque chose à la science et une orientation à un travail scientifique? Oui, bien sûr, parce que, et on pense pas à tout. Alors, je trouve que dans la science pure telle que je la pratique, c'est-à-dire étudier l'environnement sur d'autres planètes et cetera, on va pas dire ça. Ou alors c'est un petit peu dangereux, à la limite, on risque de mettre nos rêves de science-fiction dans une réalité. Par contre, pour beaucoup de choses, comme, imaginer des véhicules, imaginer des outils, ou même en sociologie, par exemple. Quand on pense à des sociétés un peu, dans les livres, on trouve beaucoup de sociétés un peu dystopiques ou utopiques ou tout ce qu'on veut, du futur en tout cas. Et là, je trouve que la science-fiction devance souvent, toute réflexion et c'est extrêmement utile. Quand on voit les lois du robotique là, je sais pas comment on les appelle exactement, les 3 règles des robots, à mon avis, ça vient de la science-fiction et ça va aboutir quelque part, ça restera là. Donc il y a plein de choses, comme cela. Après, on pourra en parler peut-être plus tard, mais il faut parfois faire attention quand la science-fiction nous influence trop dans une recherche elle-même, parce que, évidemment, par exemple,
La science-fiction nous donne tellement l'impression que les autres mondes sont comme la Terre, tellement l'impression qu'il devrait y avoir de la vie partout, et cetera, que ça nous influence dans les hypothèses que l'on peut utiliser et finalement ça peut nous brider, bizarrement. On a envie que ce soit comme dans Star Wars et cetera. Bon, j'exagère un peu, je suis un peu négatif, mais des fois il y a ça. Donc il faut se méfier de notre culture profonde, presque inconsciente de ce que peut être une planète, ailleurs. Et Audrey, tu as une opinion là-dessus, sur comment la science-fiction peut, influencer la science? Il y a souvent, on voit souvent passer un peu des listes, des choses qui ont pu être, développées, des technologies qui ont pu être imaginées en science-fiction et comment elles sont, développées, aujourd'hui et trouvées et y voir, un parallèle ou une inspiration. Donc les lunettes Google, qu'on voyait dans Star Trek et que maintenant commencent à être développées, tout ce genre de choses. Il y avait, par exemple dans les séries de SF où les personnages avaient leur téléphone, comme une bague ou comme une boucle d'oreille et en fait, maintenant, on voit qu'on peut effectivement avoir son téléphone en boucle d'oreille ou alors en bague et qu'il faut faire un geste de la main pour, pouvoir, répondre à un texto, ou faire une alarme. Donc oui, il y en a. Je pense que c'est beaucoup au niveau voilà, des petites technologies, des objets, des trucs du quotidien, des choses du quotidien. J'espère que la dystopie inspire pas trop de personnes, même si malheureusement c'est un peu le cas. Mais en revanche, je suis d'accord avec François sur le fait que, voilà, je pense que les scientifiques, même s'ils sont friands de science-fiction, vont aborder les questions sur avec une autre méthode, on va dire, et éviter le biais, le biais cognitif de reproduire ce qu'ils ont pu voir en SF. En revanche, je pense beaucoup plus à l'influence, de la science-fiction et des récits d'anticipation, sur les publics et sur la société. Je trouve que parfois les récits de science-fiction peuvent plus habituer le public à une certaine, technologie qui va être ensuite attendue par le public. Parce qu'on a vu dans des récits de science-fiction qu'on avait des écrans, transparents en l'air ou qu'on pouvait, s'envoyer par un geste de la main, tout simplement des messages ou des documents. On l'a vu dans des films de SF, on l'a vu dans des livres de SF et maintenant le public finalement attend cette technologie, enfin, ce développement de technologie parce qu'il y a eu, une certaine accoutumance, une certaine anticipation. Donc maintenant, on anticipe effectivement parfois avec un peu trop d'optimisme. On anticipe, de pouvoir que la science va pouvoir nettoyer les océans, purifier l'air, réparer le trou de la couche d'ozone, qu'on va pouvoir facilement faire une base sur, la Lune, que Mars est fa que c'est facile d'aller sur Mars et d'y habiter, de s'y installer. Parce que finalement ça a pas l'air très compliqué, dans les récits de SF où ça va vite, où il y a d'autres sorts qui les font aller plus vite. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt ça. Ça va pas tant toucher les scientifiques que plutôt le public et la société, ouais, la société civile. C'est même vrai pour des connaissances scientifiques. Par exemple, on a vécu là, il y a quelques années, une révolution scientifique énorme. La révolution scientifique en question, c'est le fait que, à force d'observer 100, 1000, 5000, exoplanètes, on a réussi à avoir un échantillonnage pour faire l'équivalent d'un sondage politique, c'est-à-dire estimer s'il y avait des planètes partout autour des autres étoiles dans la galaxie. C'était pas du tout évident. On avait parfois des théories qui pouvaient suggérer que les planètes pouvaient être très rares, parce que, dans une nébuleuse ou protoplanétaire, c'est-à-dire dans le nuage de matière où les systèmes planétaires se naissent, par exemple, tout peut être soufflé par une grosse étoile à côté et que la Terre et le système solaire étaient un exemple aurait été une exception. Je sais pas, j'ai plein d'idées qui, pour moi, auraient pu faire en sorte que, finalement, il y aurait eu très peu de planètes autour des autres étoiles. Eh bien non! Découverte énorme, révolution scientifique, on a confirmé, on a dit: «Non, il y a des planètes partout dans la galaxie». Et ben, cette découverte, elle a eu aucun impact. Personne n'a jamais, revendiqué ça parce qu'en fait, tout le monde le savait déjà. C'est dans tous les films de science-fiction, il y a des planètes partout. De la même manière, si je fais l'étape suivante, c'est, il y a sûrement des planètes avec des océans, et des lacs partout. C'est pas sûr. Il y a sûrement des planètes avec de la biologie et des êtres vivants partout. C'est pas sûr du tout. Des civilisations partout, c'est encore moins sûr et cetera. Donc, chaque étape, on est influencé par la science-fiction. En tout cas, pour l'instant, pour ce problème-là, c'est science-fiction 1, doute scientifique 0 parce que il y a vraiment des planètes partout et c'est une révolution scientifique dont tout le monde se fout. Oui, et pour aller dans ton sens, quand on réfléchissait à l'observation des exoplanètes, à la formation des systèmes planétaires, la communauté scientifique avait très profondément en elle l'archétype, le prototype du système solaire dans son architecture. Et que donc on basait nos projets de détection sur la capacité de détecter la Terre autour d'une étoile comme le Soleil ou de détecter Jupiter. Et on avait beaucoup de difficultés aussi à expliquer la formation du système solaire.
Et si on a pu découvrir des planètes dès la fin du XXe siècle, c'est parce qu'il y a plein d'architectures différentes. Il y a toute une diversité de planètes dont certaines sont beaucoup plus faciles à détecter. Et cette diversité, elle est beaucoup plus facile à expliquer par les modèles de formation qu'une seule architecture. Et là où ce que disait François, c'est que non seulement les auteurs de science-fiction, ils avaient prédit que effectivement les planètes étaient très communes autour des étoiles, mais ils avaient aussi déjà peuplé cette diversité de planètes très proches, très loin, très grosses, très petites, qui dépassaient largement l'échantillon du système solaire. Donc oui, c'est vraiment un 1 à 0 très net, comme tu le disais. Et l'exemple que j'aime bien, c'est celui de Tatooine dans Star Wars, qui a été inventé, qui a été imaginé, bien avant, donc en 1977, bien avant la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile binaire, donc autour de 2 étoiles. Et Tatooine dans Star Wars est imaginé orbitant autour de 2 étoiles et on y aurait 2 ombres et c'est un exemple que je trouve à la fois poétique et assez marquant de ce qu'on a été capable d'imaginer avant de le découvrir. Et le terme de Tatooine est utilisé dans les articles scientifiques, assez régulièrement, à la place de planètes circumbinaires. C'est presque triste en fait qu'au final les scientifiques découvrent des choses et puis en fait le public dit: «Ah oui d'accord merci, mais on avait déjà vu, on avait déjà eu ce genre d'exemple, c'est pas trop, c'est pas si incroyable que ça», c'est triste. En même temps, il y a plein d'exemples, contraires. Il y a vraiment plein, on le ressent vraiment très fort, quand on intervient en tant que chercheur, astrophysicien dans un par exemple, dans un des festivals de science-fiction qu'on a en France. La plupart des gens, ont la mâchoire qui se décroche parce qu'on explique: «Bah non, en fait, il se passe ça, il se passe» «Ah bon?» Et ça, tout n'est pas dans les livres de science-fiction, en l'occurrence. Oui, oui. Oui, oui et puis quand on a travaillé, je pense, comme toi sur Mars et son histoire et qu'on étudie Mars, on voit bien il a fallu, faire le deuil de la vision, science-fictionnelle de Mars, de ses forêts, de ses fleuves, de ses civilisations. Et puis peut-être, qu'à penser comme ça et ben, le jour où on découvrira la vie ailleurs avec, certitude, peut-être que le grand public n'en aura rien à faire parce que ça a déjà été imaginé, ça a déjà été processé, par le grand public. Alors justement, si on peut imaginer, si on peut rêver un peu, rêvons qu'il existe une civilisation ailleurs, qu'il existe une autre espèce, alien, une autre forme de vie ailleurs, de manière plus ou moins réaliste. Comment est-ce que vous pourriez l'imaginer? Alors bien entendu, je vais d'abord poser la question à Audrey, parce qu'elle a déjà fait l'exercice, mais notamment dans Rossignol, je crois, tu parles d'individus de base carbone ou de base méthane, comme c'est un truc, voilà, comme ça. Donc est-ce que de manière réaliste aujourd'hui, si tu pouvais imaginer une vie ailleurs, comment est-ce que tu l'imaginerais en dehors de tes romans? C'est hyper difficile de répondre parce que je peux encore tout imaginer, en fait. Je me suis pas, bloquée, sur une forme en particulier donc oui, vraiment, je me suis tellement amusée à imaginer plein de formes différentes qu'en fait, j'aurais du mal à en choisir une comme une forme de prédilection. Et en termes de plausibilité, je laisserai les scientifiques, y répondre. Mais ouais, vraiment, je ne sais pas trop. J'irais plutôt sur qu'est-ce qu'on souhaite, encore une fois, qu'est-ce qu'on préférerait peut-être trouver? Je pense qu'on aimerait, je pense qu'on aura peut-être plus de chances de trouver des formes de vie, comment dire? Je vais vraiment laisser les scientifiques répondre à votre place. Mais, pour dire que je pense qu'on aimerait trouver une forme d'intelligence avec qui on peut échanger et qui aurait un niveau un peu d'échange et de communication qui n'est pas, évident, à la base et c'est probablement pas celle qu'on trouvera, en premier. Mais ce serait voilà, au moins pour qu'on ait un échange plutôt que trouver juste une bactérie, qui se balade quelque part et avec qui, bah, on sera content de l'avoir trouvée. Ça répondra à certaines questions, mais je pense quand on est sur des programmes de communication, du type SETI où où on envoie aussi, on espère pouvoir discuter, on espère pouvoir trouver un langage, avoir un langage commun, enfin, on espère trouver quelque part un égal et ce serait ça un peu la forme de vie, la forme de vie qu'on rêve. Donc là, c'est celle que tu espères dans le cadre notamment d'une communication. Mais imaginons même qu'on ne la découvre pas. François, est-ce que tu as une idée, ou une, opinion ou un rêve d'une forme de vie, ailleurs? Alors c'est pas vraiment un rêve parce qu'on peut là pour le coup, ça c'est un sujet scientifique au sens où, que ce soit pour une forme de vie, au sens large, que ce soit des bactéries, toutes petites et cetera, ou voire une technologie, à chaque fois comme on réfléchit à comment
la rechercher? Comment l'identifier? Ou alors quand on réfléchit à, quelles sont les planètes propices à une forme de vie, on est obligé de réfléchir à: «Mais à quoi ça va ressembler? À quoi ça peut ressembler? Qu'est-ce que la vie?» Ça fait des questions sans fin, fascinantes et qui sont très scientifiques. Alors et on essaye de pas se limiter. Typiquement, moi j'aime bien dire que, bah, on est ouvert à l'idée qu'il y ait une forme de vie qui puisse se créer dans, je sais pas, dans le plasma des étoiles. Mais on n'arrive pas du tout à l'imaginer, pas du tout, du tout. Alors ensuite, on se dit: «Ah, on pourrait peut-être imaginer une forme de vie, donc un système chimique, mais basé sur autre chose que le carbone». Alors c'est un sujet, assez, rebattu en science-fiction, mais dans la réalité, ça marche pas du tout et on a du mal à l'imaginer aussi. Ensuite, l'étape suivante, c'est, sachant que sur Terre, la vie, c'est vraiment la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide, on se pose parfois la question de savoir si est-ce qu'on pourrait avoir de la chimie du carbone? OK, pour de bonnes raisons, hein. 99,9 des molécules qu'on connaît, en fait, sont des molécules carbonées. Le carbone, c'est une espèce de Lego parfait qui fait des super molécules extrêmement diverses et c'est pas par hasard qu'il est à la base de la vie. Il est dur à remplacer quand on essaye d'imaginer autre chose. Bon, OK, c'est à base de carbone, mais dans l'eau liquide. Est-ce qu'on pourrait mettre à la place, je sais pas, du méthane liquide? Sur Titan, il y a des lacs de méthane liquide et il y a beaucoup de molécules, organiques à base carbonée qui pourraient ressembler à des briques de la vie. Est-ce que ça a pu, faire naître quelque chose? Alors, il y a des gens qui enquêtent un peu là-dessus, qui essayent d'imaginer. Ça marche pas très bien parce que c'est très froid, mais voilà un sujet de recherche. Donc on explore beaucoup de choses. Moi, j'aime bien aussi l'idée qu'une fois qu'on accepte, OK, c'est comme sur terre, de la vie, du carbone dans de l'eau. Vous savez, il y a aussi cette idée qui plaît bien là aux auteurs de science-fiction, parce que ça permet de faire plein de symboles et de se rapprocher de l'humanité. C'est le concept d'évolution convergente. C'est l'idée que, bah, quand il y a un milieu donné, on vit dans un liquide, donc on vit dans l'océan, on veut se déplacer, bah, donc au bout d'un moment, on ressemble à un poisson, qu'on soit un poisson, un dauphin, quelque chose d'origine traditionnelle. À la fin, l'évolution nous amène à quelque chose qui ressemble. Et dans ce contexte-là, les plus fous furieux des extraterrestres justifient très bien que tous les extraterrestres qu'on rencontre dans les soucoupes volantes, qui bien sûr parcourent la Terre sans arrêt, sont avec 2 pattes, une tête, 2 yeux, parce qu'ils pensent que l'évolution convergente amène à ça. Alors évidemment, c'est pas vrai, mais je pense que ça a un peu du sens. Et dans ce contexte-là, j'aime bien moi quand en imaginant quand même une biologie à base de carbone avec des êtres qui vont avoir, alors peut-être 8 membres, hein, des poulpes, tout ce que vous voulez. Il y a des gens, des auteurs qui ont l'idée d'amener autre chose. Une évolution qui n'a pas eu lieu dans la faune ou dans la vie terrestre, mais qui pourrait arriver. Je me souviens d'un livre que j'aime bien, c'est un auteur qui s'appelle David Breen, qui a écrit, alors c'est en anglais, c'est Sundiver. Je crois que c'est Jusqu'au cœur du soleil en français. Et là, toute l'action rebondit à la fin. Je vais faire un spoiler, attention. Parce qu'un des êtres, vivants utilise une diode laser qui a une espèce de télémètre laser pour mesurer les distances en émettant un rayon laser, et qui lui permet d'estimer les distances, un peu comme, une chauve-souris utilise le son avec, en utilisant un sonar. Et bah, c'est possible ça, pourquoi pas? Alors j'aime bien quand on augmente ça. Voilà. Super. Ce qui serait sympa là, ce serait de spéculer un petit peu et de se poser la question alors je vais peut-être, reprendre avec toi, François, par rapport à toutes les stratégies, tous les comment dire? Toutes les initiatives qui sont faites en direction de la recherche de vie ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme scénario réaliste de découverte de vie extraterrestre? Comment ça pourrait se passer, vu les choses qui sont engagées, que ce soit la découverte d'une vie en présente ou passée, dans le système solaire ou sur une exoplanète? Comment tu verrais ça si voilà, tu es un auteur de science-fiction, réaliste, là, et comment tu verrais quelque chose? Alors bien sûr, il faut faire l'hypothèse que cette vie existe et qu'elle est à portée de nous, mais comment tu imaginerais que ça pourrait se dérouler? Alors déjà, un peu en amont de ça, je dirais que puisqu'on parle de la recherche sur la vie dans l'univers, donc ce qu'on appelle parfois l'exobiologie ou l'astrobiologie, des choses comme ça, il y a un peu 2 choses qu'on fait de manière, parallèle. D'une part, on mène l'enquête sur est-ce que la probabilité de vie est forte ou pas? Dans ce contexte-là, par exemple, qu'on s'intéresse aux autres planètes. Est-ce qu'il y a beaucoup de planètes propices à la vie, habitables? Est-ce que la vie peut apparaître dans telle ou telle condition? Mais quelque part, sans vraiment chercher la vie. Ça, c'est un gros domaine dans nos recherches, notre enquête sur la vie dans l'univers, la vie extraterrestre. Par ailleurs, évidemment, on va, chercher la vie. Alors là, il y a pas, 30 000 méthodes, en fait, hein. On peut les lister comme ça, on sera complet.
Il y a d'une part, évidemment, une recherche dans le système solaire, en particulier là où il y a de l'eau liquide. Donc, on rêve d'envoyer des robots dans les océans sous la glace, des lunes glacées, la glace sous laquelle on a découvert des océans. C'est très difficile. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est regarder quand il y a de l'eau qui jaillit par des failles. Est-ce qu'il n'y a pas des cadavres de crevettes gelées qu'on peut trouver là? Ça, c'est une première enquête qui est en cours. De la même manière, on envoie des robots géologues au fond d'anciens lacs sur Mars, des endroits qui sont aujourd'hui asséchés, mais qui étaient des lacs à l'époque où la Terre est apparue sur Terre. Donc, on regarde si on trouve des Où fossiles, on la va vie ramener est des apparue sur échantillons. Terre, oui. Tu dis Pardon. quoi? La Terre est apparue sur Terre, mais je pense qu'on avait compris, pardon. La vie est apparue sur Terre. Et puis, donc ça, c'est le système solaire. Ce qui est sûr, c'est que dans le système solaire, sauf surprise gigantesque, on va pas trouver une civilisation cachée sous les glaces d'Europe. Ni même probablement, mais on ne sait jamais, des gros bancs de poissons. Mais sait-on jamais, restons ouverts à tout. Pour le reste, c'est l'enquête sur la vie autour des autres étoiles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y aller, hein, faut le rappeler ça. Parce que dans la science-fiction, on peut croire que c'est fastoche, il suffit de prendre, hop, hyperespace, Falcon Millennium, on y est tout de suite. On ne peut pas y aller parce qu'avec les fusées les plus rapides, pour l'instant, par exemple, pour aller autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, autour de laquelle on a trouvé une charmante petite planète qui pourrait être bien propice à la vie, eh bien, avec nos fusées les plus rapides, on met 70 000 ans. Puis pour aller vers beaucoup d'autres, toutes ces étoiles qu'on voit là dans la Voie lactée, c'est des millions d'années. Pas facile d'y aller. Donc, puisqu'on ne doit pas y aller, on observe. Alors, la première idée, c'est d'essayer de détecter quelque chose d'intriguant et ce qu'on appelle dans notre jargon une biosignature, voire une technosignature. Donc, pour ça, on utilise la spectroscopie et on essaye de voir si dans l'atmosphère, il y a un cocktail de gaz tellement bizarre, tellement improbable du point de vue chimique, que finalement, la seule explication, c'est la vie. On utilise souvent l'exemple de la Terre. Si un extraterrestre observe la Terre de loin, ils vont voir beaucoup d'oxygène, beaucoup de méthane dans l'atmosphère, il ne devrait pas être là. Tout l'oxygène sur Terre, enfin très grande partie, est d'origine biologique avec la photosynthèse, etc., etc. Donc on utilise cette image-là pour essayer de détecter quelque chose. Le problème, c'est que ça va être très difficile de confirmer. On va avoir on va voir des choses intrigantes et après, il faudra mettre le paquet pour confirmer que vraiment, oui, il y a une vie sur cette planète-là. Les autres solutions, elles sont pour le coup, plus improbable statistiquement, bêtement, c'est que s'il y a une vie intelligente, d'une part, c'est essayer de récupérer un contact radio. On pourra en parler un peu développer si vous voulez tout à l'heure. Contact radio avec des gens qui ont des radiotélescopes ou des gros radars et qui émettent un rayonnement qu'on pourrait, capter depuis la Terre. Et encore mieux, c'est détecter, le passage d'extraterrestres, des gens qui passeraient en ce moment en soucoupe volante ou tout autre véhicule adapté, ou alors qui auraient laissé des artefacts quelque part, qui seraient passés là. Là, on aurait un indice. Et à part ça, je crois que la liste est à peu près complète, en fait. Il y a pas de Le problème, quand on réfléchit très fort, c'est que pour avoir une réponse à la question: «Y a-t-il de la vie ailleurs?», il faut quand même qu'on ait des voisins, qui aient joué au loto, hein. J'ai un collègue qui utilise souvent cette image-là. La vie il y en a peut-être ailleurs, mais c'est peut-être exceptionnel, un peu comme jouer au loto. Moi, je sais qu'il y a des gens qui gagnent au loto, j'en ai jamais rencontré. J'en ai pas dans ma rue, j'en ai pas dans ma ville. Je sais pas où ils sont, ça existe et donc il faudrait on ne sait pas, le problème qu'on peut soulever avec ça, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on aura la réponse un jour finalement si, sur les 10-100 000 planètes qu'on peut observer autour de nous, il y ait pas la vie, au-delà, on n'est pas sûr qu'on sera capable d'explorer la vie. Mais si on la découvre et qu'on est sûr qu'elle existe, qu'il y ait communication ou pas, quel serait l'impact sur notre civilisation, par exemple? Est-ce que tu penses que ça aura un impact sur, les croyances, sur, je sais pas, les programmes militaires ou je ne sais pas, je dis au hasard? Là, il faut énormément distinguer la découverte d'une vie bactérienne, par exemple dans le système solaire. Là, la conséquence sera forte philosophiquement. Si on trouve une forme de vie, même exotique, sous les glaces d'Europe ou d'Encelade, ce sera la confirmation que dès qu'il y a de l'eau liquide un peu qui traîne, la vie démarre. Alors là, ce sera un indice fort sur le fait qu'il y a de la vie un peu partout et donc peut-être une vie intelligente très loin. Par contre, la détection, les premiers contacts d'une vie intelligente, là, faut reconnaître, ce sera une révolution, philosophique forte si on en a la certitude. Même si on peut pas échanger, hein, c'est trop loin, le signal radio met 60 ans, donc c'est un peu long pour vraiment discuter. Mais ce sera, je crois, un effet très fort. J'enfonce un peu une porte ouverte. Tout le monde a un avis là-dessus. Je dois avouer qu'il y a quelques années, je travaillais à la NASA, au centre de NASA Ames et on a fait, une journée de répétition pour l'annonce d'un signal SETI. C'était très officiel à l'époque
et donc j'étais dans la salle et on me demandait de faire semblant de poser des questions et tout, et bon, c'était vraiment comme vous l'imaginez, c'était vraiment une ambiance très science-fiction, un peu naïve, et c'est difficile d'imaginer réellement, ce qui se passera. Audrey? Moi, oui, je suis tout à fait d'accord, que ce serait une révolution, philosophique. En fait, c'est voilà, comme disait François, ça dépend de ce qu'on trouve et de la forme que ça prend. Si c'est une information purement, intellectuelle, c'est-à-dire si on a détecté, loin une nouvelle forme de vie, mais qui est pas la question que, elle vienne à nous ou que nous allons à elle, oui, ce sera une révolution en termes de philosophique et religieuse, en fait. Même dans une société qui peut paraître séculaire, comme la nôtre d'un point de vue, peut-être français ou européen ou je sais où, il y a quand même, la population, de la planète, a, croit et pratique un très grand nombre de religions qui met quand même, la création, de l'homme un peu au centre par une divinité et donc ça remettrait en question on en avait un peu évoqué au début de l'émission, ou je sais plus, de effectivement la question ce serait: «Est-ce qu'en fait, il y aurait pas, ce Dieu pour évoquer cette force créatrice qui aurait créé la vie ailleurs et pas que sur terre et comment?» Voilà, donc je pense que ce serait pour des milliards, croyants autour de la planète, un grand bouleversement, rien que ça. Après en termes, évidemment, effectivement, philosophiques et puis après voilà, si ça reste, juste une affirmation de, il y a très loin, une autre forme de vie, voilà. Si en revanche on est sur une question de ils viennent ils apportent quelque chose, on peut communiquer avec eux, on peut échanger, on peut interpréter, on peut échanger des savoirs ou alors ils peuvent constituer une forme de richesse, on peut l'exploiter. Là, il va y avoir des questions autres, économiques et cetera, bien plus importantes. Voilà, mais ne serait-ce que déjà, avoir, un signal ou une notion de qu'il existe une forme de vie ailleurs, ça serait déjà ces bouleversements-là, mais ils trouveront des réponses. Il y aura des interprétations, il y aura, voilà, il y aura des réponses qui seront données, en termes religieux, philosophiques, sociétaux. Il y a pas d'inquiétude sur ça. Oui, alors pour la distinction entre, peut-être que le scientifique fait un peu moins et encore, entre une forme de vie, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets «primitive» ou disons un micro-organisme, une bactérie et puis quelque chose, avec lequel on peut communiquer, échanger du savoir et cetera. Il y a effectivement une différence énorme et moi j'avais été très marqué par une discussion avec, une fois un chauffeur de taxi. Je sais pas, la discussion nous avait amené là et il m'avait dit: «Mais une bactérie sur Mars, ça on a déjà trouvé». Mmh. Et visiblement ça lui faisait un petit peu ni chaud ni froid et on a reçu dans le premier épisode du podcast, Hervé Cotin, où on parlait de la définition de la vie et je pense François est au courant. Hervé interroge les étudiants qu'il a en première année de licence sur ces questions-là. Grosso modo, il leur pose la question: «Est-ce qu'on a démontré qu'il n'y a jamais eu de vie sur Mars? Est-ce qu'on a montré qu'il y avait de la vie sur Mars? Est-ce qu'on n'en sait rien?» Et en fait, même chez des étudiants en première année de licence, il y a, des questions qui montrent que certains pensent que oui, enfin voilà, la bonne question c'est: «On ne sait pas». Enfin la bonne réponse c'est: «On ne sait pas». Donc je m'interroge un petit peu sur, effectivement, quelle pourrait être l'implication de la découverte pour nous, ce serait énorme, la découverte de bactéries sur Mars. Bon, je sais pas, je sais pas si j'ai une question additionnelle là-dessus, mais est-ce que vous voulez réagir? Non, mais c'est vrai qu'on revient un peu sur un sujet qu'on a déjà abordé, c'est le fait que la science-fiction nous a tellement préparés à cela que peut-être l'effet sera très faible dans le grand public, puisque tout le monde s'y attend, de la même manière que tout le monde s'attendait à ce qu'on trouve des planètes partout dans la galaxie, qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Et je crois que c'est vrai aussi pour les bactéries, sur Mars et cetera. Malgré tout, je pense que ce sera notre rôle d'expliquer pourquoi c'est extraordinaire. Je pense que ce sera une information qui percolera et qui fascinera. Il y a aussi l'impact des annonces un peu, énormes qu'on a eues, dernièrement, la phosphine sur Vénus, K2-18b et cetera, qui ont été exagérées en termes d'interprétation, en tout cas. Et il y a pas eu de démenti très clair, hein, notamment de la part des auteurs et des autrices, enfin, je crois que ça sont surtout des auteurs, mais de ces articles, il y a pas eu de démenti clair, il y a pas eu de prudence, en tout cas, sur les qu'est-ce que ça veut dire en termes d'incertitude et cetera. Donc ça aussi, ça a un impact, je pense, sur, l'annonce d'une future possible découverte d'indices de vie. Mmh. Et c'est même pire que l'absence de démenti. Sur les 2 exemples que tu citais, phosphine vénusienne et K2-18, les auteurs de ces études, persistent très largement. Alors selon des canaux, plus restreints parce que mais
continuent de dire que oui, il y a de la phosphine sur Vénus et c'est un signe très intéressant à explorer, en termes de possibles signatures de vie et que sur K2-18, c'est une planète avec des océans et une composition atmosphérique qu'on peut éventuellement relier à de la vie. Ce qui dans les 2 cas, voilà, le ça fait juste le consensus scientifique existe, mais il est à l'opposé de ces conclusions-là. C'est un peu l'histoire du garçon qui criait au loup, quoi. C'est ça. Quand on crie trop au loup et ben, le jour où il y a le loup, on ne croit pas. Audrey, tu voudrais commenter? Bah, justement, peut-être que là, c'est, l'exercice qui avait été fait avec la NASA, qu'a fait, François, p hyper intéressant. C'est comment on le dit? Parce que si ça se trouve, on trouvera, il y aura une vraie annonce, mais il faudra déjà, passer toute la barrière, des fake n enfin, on dirait que c'est une fake news, les platistes vont arriver en en masse et au final, est-ce que des scientifiques seront crus? Et il y aura le travail de vulgarisation également de la découverte et de ce que ça implique parce que, voilà, ce sera pas aussi simple, évident, juste qu'un flash news comme on voit dans les films de SF, flash news, des extraterrestres ont atterri en fait. Ça passera d'autres barrières, je pense, médiatiques et voilà de communication, on va dire. Moi, j'ai la conviction que j'ai du mal à imaginer un cas qui sera autrement qu'ainsi. Ainsi, c'est le fait qu'on aura des indices forts, des chercheurs s'enthousiasmeront, d'autres diront: «Mais je n'y crois pas, je vais montrer que c'est une erreur, que c'est un artefact» et il y aura pour acquérir une certitude, ça prendra beaucoup de temps, ça passera par des polémiques et donc le côté annonce par le président des États-Unis d'un signal machin, qu'on voit parfois dans certains films, qui a eu lieu en vrai, hein, en 1996 à partir d'un article scientifique sur une, météorite venue de Mars, au sein de laquelle on pensait avoir découvert des bactéries. C'était un travail assez sérieux et c'est Bill Clinton qui avait fait quand même la conférence de presse. Eh bien, j'espère que ça ne se reproduira pas et puis de toute façon, ça avait donné lieu à exactement ce que j'ai dit. Il y a à peine l'article sorti, tout le monde a démonté un par un les arguments qui, démontraient qu'il y avait eu de la vie sur Mars et finalement, tout ça est rangé au frigo et je peux pas imaginer, voilà, une annonce très claire. Il y aura toujours un débat et ça va venir petit à petit et le grand public va se lasser, c'est inévitable et j'espère que, par contre, mes collègues, ne feront pas comme sur la phosphine ou sur le il y aura une prudence quand même, heu, affichée pour que, bah, ce qu'on on ne crie pas trop au loup avant, quoi, pour que moins il y ait pas une lassitude extrême, même si on trouve quelque chose. On verra. Et tu disais François tout à l'heure que on pouvait imaginer, découvrir une exoplanète dont l'atmosphère avait une composition difficile à expliquer, sans la présence de vie, voire même que pour laquelle on aurait un scénario impliquant la vie et pour cette composition atmosphérique-là, mais qu'il serait difficile d'avoir une véritable confirmation. Et alors comment est-ce que tu imagines qu'on vivrait peut-être avec des décennies, avec cette espèce de chat de Schrödinger, de vie extraterrestre, c'est cette planète où on aurait des indications pointant vers la présence de vie, mais difficiles à confirmer. Ce serait un cas un petit peu particulier quand même avec lequel on serait un petit peu coincé longtemps. Tu en penses quoi de ça? Écoute, je veux bien aussi ton avis. Moi, ma vision, c'est que dans ce cas-là, en fait, on aura tout d'un coup ce cas extraordinaire, cette planète, alors il faut qu'elle soit particulièrement intéressante, hein. Il faut vraiment qu'il y ait pas un scénario, un modèle qui permet d'expliquer la composition finalement parce qu'on a négligé telle équation. Ça va commencer par ça, c'est sûr. Mais si au Oui, bout d'un oui. moment, on se dit quand même: «C'est incroyable». En plus, comme tu dis, des gens qui simulent la biologie disent: «Mais ça a vraiment du sens parce qu'il doit y avoir une espèce qui absorbe ça, qui recrache ça, ça doit être ça qui se passe et tout». Eh bien, dans ce cas-là, ce sera comme pour toute résultat scientifique. Les gens réfléchiront à comment, mener l'enquête pour confirmer. On peut imaginer même qu'à terme, des gens construisent un télescope gigantesque dédié à mieux caractériser ce monde-là et que finalement on puisse, obtenir, une meilleure, précision sur, par exemple, la spectroscopie de la surface, voire même on pourrait imager ce monde. Il y a quand même des idées, c'est pas impossible. Autant c'est presque inimaginable de pouvoir y aller. Par contre, obtenir des images d'une planète lointaine, il y a pas de c'est compliqué, hein. Il faut un système de télescope gigantesque dans l'espace, mais c'est beaucoup plus facile qu'y aller. Bref, il y aura des enquêtes, il y aura des gens qui feront de la spectroscopie de plus haute résolution, plus sensible, avec des télescopes géants, plein d'idées comme ça et je pense qu'on progressera. Malheureusement, je crains que souvent on réfutera l'hypothèse, mais
Il y a pas je crois pas que si on trouve vraiment un monde excitant, on restera coincé tant que ça longtemps. On aura une motivation pour, faire avancer, cette recherche pour la confirmer ou l'infirmer. Si on a cet indice et qu'on a ce peut-être ou d'ailleurs même si on a une certitude, qu'est-ce que ça va changer sur notre rapport à nos propres, origines? Est-ce que vous avez une idée sur le sujet, notre rapport avec nous-mêmes, d'où vient l'origine de la vie, l'origine de l'humanité sur la Terre et cetera? De l'humanité et de la vie sur la Terre d'ailleurs. Ça, c'est une excellente question parce que finalement, un des intérêts de la recherche de la vie ailleurs, c'est de comprendre comment, d'où nous venons, c'est-à-dire comment on passe du non-vivant au vivant. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Et l'air de rien, aller enquêter, dans les océans sous la glace des lunes glacées autour des planètes géantes ou dans les anciens lacs de Mars, par exemple, même si on ne trouve pas la vie, on mène l'enquête sur qu'est-ce qui se passe, quelle est la chimie que dans le jargon on appelle prébiotique, qui est avant la vie et ça on n'en sait rien et si on trouve de la vie, bah, ce sera encore mieux. On aura, tout d'un coup, des éléments ça nous apportera des indices très, très forts sur comment la vie démarre. Alors il y a des pièges là-dedans, hein. Par exemple, si on trouve une forme de vie sur Mars, il sera très important de vérifier si c'est bien ce qu'on appelle une seconde genèse. C'est-à-dire que ce soit vraiment une forme de vie différente qui ait démarré là, sachant que à l'époque où il y avait des lacs et des rivières sur Mars et à l'époque à laquelle la vie a démarré sur Terre, eh bien, la Terre et Mars échangeaient pas mal de roches et de matériaux via les impacts qui étaient nombreux à l'époque, des astéroïdes qui percutaient ces planètes, qui éjectaient des roches dans l'espace et on peut montrer par exemple que 20 des roches éjectées de Mars retombent sur Terre et s'il y avait une forme de vie martienne là-dedans et qu'elle est tombée sur Terre, bah, elle a peut-être ensemencé la Terre. Bref, on a peut-être trouvé une biologie commune. Alors voilà, il y a derrière toutes ces questions, on peut avoir des surprises de trouver de la vie sur Mars, mais que ce soit la même genèse, qu'elle soit d'origine terrestre ou martienne. Peut-être juste, une autre implication, par exemple sur les exoplanètes. Si on trouvait de la vie sur une exoplanète qui est vraiment dans notre environnement, immédiat galactique, ça va à portée de télescope, ça voudrait pas juste dire, comme on le dit parfois, ça répondrait pas juste à la question: «Sommes-nous seuls dans l'univers?» Ça dirait que la vie est absolument partout, c'est-à-dire qu'elle grouille, au niveau cosmique et ça, c'est embêtant d'une certaine façon dans le scénario inverse, c'est-à-dire que ne pas trouver de vie à portée de télescope de notre environnement galactique ne répond absolument pas à la question de sommes-nous seuls? On pourrait ne pas avoir de vie dans notre petit coin de la galaxie et que la vie soit quand même extrêmement abondante. Par exemple, voilà, je crois que j'avais fait le calcul que, pour trouver la vie, dans une s à moins de mettons, je crois, quelques centaines d'années-lumière du Soleil, il faudrait qu'il y ait plus que 10 000 planètes, abritant une vie observable à distance dans la galaxie. Donc, si tu en as moins que 10 000, bah, tu en as quand même beaucoup dans une seule galaxie, sachant que des galaxies, il y en a des milliards de milliards. Donc, tu pas des milliards de milliards, mais des centaines de milliards ou des milliers de milliards. Audrey, tu voudrais commenter sur les implications, d'une découverte de vie? Sur notre rapport à nous-mêmes. Ouais. Bah, non, je suis tout à fait d'accord avec, ce que dit François, en fait, la question enfin, on on cherche aussi, enfin tous ces domaines de recherche, c'est aussi pour mieux, comprendre la vie sur Terre et comment elle est apparue et même si on n'a jamais, de réponse à cette question de est-ce qu'il y a une vie ailleurs dans l'univers, la recherche a quand même un intérêt sur d'autres choses et puis, comme dit Franck, si on n'a pas si on ne trouve rien, c'est pas ça répond pas par la négative à la question. C'est juste, une absence de réponse, qui peut quand même être intéressante si tu faut quand même avoir en tête. Ça peut être ailleurs, ça peut être qu'on n'a pas encore trouvé, ça peut être que nos échelles de temps sont beaucoup trop limitées en tant qu'être humain pour trouver quelque chose. C'est assez vertigineux, en fait, comme question, à se poser aussi et comme je disais au tout début, ça amène un certain deuil à faire dans ce qu'on trouve ou ce qu'on trouve pas. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée, dans ton roman, par exemple? D'avoir toutes ces espèces, est-ce que c'est une question que tu t'es posée sur une origine commune ou pas des différentes espèces? Alors non, pas totalement, j'ai quand même des espèces qui sont cousines, et j'ai aussi des espèces qui sont très anciennes et qui ont un peu perdu leur origine, respective. C'est-à-dire qu'il y a des espèces cousines qui ne savent pas si elles sont juste la même espèce qui a essaimé sur plusieurs planètes ou alors, c'est juste que des planètes étaient proches et la vie a grandi et les espèces se seraient hybridées après pour former des branches cousines donc quand on est sur le temps long, on peut imaginer ça. C'est aussi un peu ce que j'aime bien de comment on peut,
de travailler sur les questions de mémoire et d'échelle de temps et comment on peut aussi perdre la mémoire de ses propres origines. Et d'ailleurs, dans Rossignol, les Humania ont oublié leur origine terrienne. La Terre n'est pas mentionnée. C'est pas pour eux, quand je parle des planètes Humania, c'est pas la Terre, c'est un autre système. Ça s'appelle le cadran d'or, dans lequel il y a d'autres planètes. Donc voilà, c'était pas l'idée, de réfléchir à cette question-là. En revanche, j'évoque quand même que, le premier contact sur les Humanias s'est fait par, une espèce qui est venue à la rencontre sur les planètes, d'origine, des humains et qui, les ont ensuite, étudiés longtemps, comme on a c'était un peu pour, faire un petit clin d'œil à toute l'histoire des enlèvements, hein, d'aliens qui enlèveraient des humains pour les étudier dans leur soucoupe, volante avant de les reposer dans un rayon, un cône lumineux. Et qu'en fait, voilà, il y avait effectivement cette forme d'étude des humains avant qu'ils soient, validés pour être intégrés dans cette sorte de méta-civilisation du cosmos, où plusieurs formes de vie, cohabitent, échangent, dans un monde économique et politique, et cetera. Et c'est vrai qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé parce qu'on parle du futur, est-ce qu'on va rencontrer une forme de vie? Mais, en SF, il y a aussi, parfois des récits sur le fait que, on aurait déjà été contacté par le passé, il y aurait déjà eu, les anciens astronautes, en fait, qui seraient déjà faits et il y en a dans Tintin d'ailleurs, pour revenir, aussi, à ça là. Et il y a un récit de Jean-Claude Duniac aussi, c'est La Trame, je crois, qui raconte ça, qui est très, très beau. Qu'en fait, voilà, il y aurait peut-être déjà eu un contact, déjà eu une certaine observation et qui serait reparti, notant le peu d'intérêt qu'on représente à leurs yeux, en fait, donc c'est hyper sympa Ce n'est pas comme réciproque. comme vue, mais voilà, toujours des récits qui me font un peu que je trouve très mélancoliques et tristes, en fait. Parce qu'il y a un petit côté de: «Non, on n'a pas été, jugés assez intéressants pour être emmenés avec Quel dommage. On en a déjà parlé plusieurs fois du SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence. Est-ce que, François, tu pourrais développer un peu plus déjà qu'est-ce que c'est que le SETI et comment il travaille en particulier? Et quelle, légitimité il a scientifiquement à rechercher, des marqueurs de vie intelligente ailleurs? Alors le concept du SETI, c'est un concept très naturel. C'est depuis qu'on a des radiotélescopes qui sont capables de détecter, des signaux venus d'autres systèmes, stellaires, on va dire d'autres étoiles, il est assez naturel d'écouter, de voir s'il y a des extraterrestres qui essayent de nous envoyer des messages. Déjà, il y a une première découverte profonde, c'est on n'est pas entouré d'une civilisation extraterrestre qui nous envoie plein de messages tout le temps. Et c'est quand même assez profond, hein. De la même manière qu'on n'a pas reçu il n'y a pas, des artefacts, extraterrestres, qui datent de 3 millions d'années, qui traînent, sur Terre. Alors, sur Terre, il y a beaucoup d'érosion, mais on n'en a pas trouvé encore sur la Lune, des choses comme ça. C'est pas anodin, hein, c'est ce qu'on appelle souvent le paradoxe de Fermi, une manière de le dire. C'est-à-dire que si on se dit que la galaxie a peu environ 10 milliards d'années, il y a plein d'étoiles, de systèmes qui ont vraiment beaucoup d'avance sur nous et on peut spéculer que, peut-être normalement, d'autres espèces auraient pu, doucement mais sûrement coloniser les étoiles et cetera et c'est pas le cas. On a l'information que non, il y a pas d'énorme pyramide sur la Lune, il n'y a pas de signaux radio. Alors si je reviens pour SETI, c'est histoire de signal radio. Des fois, il y a un peu une méconnaissance au sens où, par exemple, SETI est assez connu par le film ou le livre Contact, inspiré donc c'est par Carl Sagan et là, dans ce film-là, les gens reçoivent un signal, télé. Des extraterrestres ont récupéré le signal télé, 1 émis, dans les années 30. En réalité, on n'a pas du tout la capacité de détecter un signal aussi faible qui est émis juste sur Terre. Bien sûr, ce qu'on peut détecter, ce serait un signal ciblant la Terre, comme cela, mais certains disent que si, par exemple, il y avait un système de radar, très efficace qui serait en permanence en train de détecter, je sais pas, le passage de satellites et cetera, on pourrait parfois le capturer. Donc il faut quand même que ce soit un signal puissant et ciblé et il peut quand même arriver sur Terre. Il y a un débat sur le sujet. Alors qu'en est-il de sa développement et de sa légitimité? SETI, ça a commencé dans les années 60, quand il y a vraiment eu les premiers radiotélescopes, dignes de ce nom. Et puis, ça a été assez subventionné de manière très officielle par la NASA et qui, peu à peu, l'a abandonné, a arrêté de le financer parce qu'il y avait pas de résultats. Puis ça c'était un peu critiqué. On revient là à l'époque où la recherche de vie ailleurs, encore plus la recherche de vie extraterrestre intelligente, était un petit peu considérée comme farfelue. Et puis, mais ça a vivoté comme ça et puis récemment, ça a repris un peu du poil de la bête parce que des milliardaires, alors pas Elon Musk, mais d'autres,
collègues ou des millionnaires se sont impliqués là-dedans et ont relancé sur des bases privées avec enthousiasme un programme qui s'appelle par exemple Breakthrough Initiative. Donc notamment un truc qui s'appelle Breakthrough Listen qui consiste à financer, à récupérer de financer des travaux sur des radiotélescopes existants pour essayer de reprendre ça, décoder. Et là, ils investissent pas mal, ils investissent dans l'utilisation de moyens modernes, l'intelligence artificielle, des ordinateurs pour essayer d'écouter bien mieux qu'avant avec, heu, en écoutant beaucoup longueur d'onde de différentes cibles, voir s'il y a quand même un signal qui arrive. Donc c'est privé, c'est pas en officiel NASA, mais c'est pas ridicule non plus, SETI. C'est quand même, il faut le faire, sachant que, comme on a dit, pour l'instant, on n'a rien entendu. Donc voilà, on sait que déjà personne autour de nous cherche absolument à communiquer avec nous. Audrey? Ah moi, le programme SETI, mais ça me donne tellement d'idées de nouvelles ou de récits de SF. En fait, voilà, je pense qu'un jour, je devrais vraiment m'y atteler parce que, ça me pose, vraiment, vraiment, plein de questions. Il y a plein de choses, ben, même en écoutant François, j'ai encore là les idées. Je me dis: «Vraiment, ça fait 2 3 ans que je me dis qu'il faut que vraiment que j'écrive sur le programme SETI, une nouvelle de contact ou pas de contact ou de je ne sais pas». Mais là, ça me donne encore plus envie. J'aurais peut-être à ce moment-là besoin de repasser un coup de fil, à François ou à Lucie si c'est sur des gros télescopes, parce que voilà, il y aura quelque chose pour moi à creuser, mais ouais, c'est vraiment passionnant dans ce que ça, dans ce que ça veut dire de nous, en fait, l'humanité qu'on a dès qu'on a pu, on a eu besoin de tendre l'oreille, en fait, voilà, puis d'envoyer les signaux, de se manifester. Enfin, pour moi, il y a c'est une façon d'être tourné vraiment, et d'être à l'écoute. Enfin, voilà, c'est assez, fort, je trouve. Alors il y a un volet du programme, moderne SETI qui s'appelle le projet principal SETI, c'est-à-dire l'écoute, c'est Breakthrough Listen, mais il existe un Breakthrough Message qui consiste à envoyer des messages un peu partout pour se signaler. C'est un sujet qui a été un petit peu à la mode, récemment grâce au livre, Le problème à 3 corps et la série qui en est sortie où là, évidemment, on fait venir des extraterrestres méchants, suite à des messages et ça aussi, c'est évidemment, un source d'idées de romans de science-fiction, hein, donc à l'image de ça. Bon, est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas. En tout cas, c'est aussi une composante qui existe. On envoie des messages et on écoute. Et au-delà de l'aspect scientifique, il y a quand même un vrai intérêt qui est presque poétique au SETI ou à ce type, de programme, sur la recherche de vie intelligente, que ce soit l'écoute ou, l'envoi de messages, il y a voilà, au-delà de la légitimité scientifique, il y a un vrai intérêt, poétique, quoi. Franck? C'est juste pour dire que moi j'étais allé assister un peu en curieux à une conférence autour de SETI à Paris, à l'UNESCO et sur ce que vient de mentionner, François, c'est-à-dire le SETI passif où on se contente d'observer et «d'écouter» entre guillemets et le SETI actif où on envoie des messages. Il y avait vraiment un débat très virulent avec, des prises de bec très fortes. Il y avait vraiment des philosophies très différentes avec ceux qui disaient: «Mais jamais, il ne faut jamais faire ça, il ne faut pas se on n'est pas, on n'est pas un peu, façon Problème à 3 corps, on n'est pas du tout, il faut rester caché dans l'état, de très primitif où nous sommes» et ceux qui disaient: «Mais c'est idiot de vouloir observer si nous-mêmes nous n'envoyons pas des signaux» et c'était aussi pour dire que voilà, on dit souvent «écouter» parce que c'est passé par le signal radio. Aujourd'hui, la recherche de technosignatures ou de signaux artificiels, elle est passée par un petit peu toutes les longueurs d'onde, elle passe par toutes les longueurs d'onde du spectre. Il y en a même qui, utilisent des données qui sont dédiées à la recherche d'exoplanètes pour voir si on n'aurait pas, des sphères de Dyson, des constructions, des mégastructures autour d'étoiles, voire autour de galaxies. Il y en a qui utilisent les programmes de survie cosmologique pour voir s'il y a des civilisations qui n'utiliseraient pas tous l'énergie de leur galaxie et qui mettent une limite sur leur nombre. Et je trouve qu'intéressant sur la légitimité, c'est de se dire, en fait, on peut se questionner sur la légitimité de SETI, mais qu'en est-il de la légitimité de ne pas faire SETI? C'est-à-dire, ce serait quand même une chose assez bizarre de se forcer à ne pas le faire. Parce que comme le disait François, on a quand même des contraintes qui viennent de l'absence de détection. C'est pas rien du tout que de se dire qu'on n'a rien détecté et je vois pas comment on pourrait mettre ça sous silence, sous le tapis, juste parce qu'on peut pas être exhaustif et
Et Audrey? Et moi, ce que je trouve aussi intéressant dans le programme ou alors également alors vous allez me corriger parce que j'ai sûrement pas les bons noms, mais les disques d'or qu'on avait envoyés sur une des sondes qui faisait le petit tour du système solaire, où on avait mis un petit schéma d'une femme, d'un homme, Voyageur. voilà, sur Voyager. Alors ça c'est sur Pioneer, Ah, la plaque de métal. Par Oui, contre, le disque qu'on a mis sur Voyager, c'est des espèces de CD-ROM. Il y a pas de dessin particulier. Par contre, il y a plein d'accord, d'informations dessus. En total, il y a 5 sondes qui sont sorties du système solaire et à chaque fois, il y a donc c'est les 2 Pioneer, heu, 10 et 11 et puis Voyager 1 et 2 et puis la mission New Horizons à laquelle j'ai eu la chance de participer. À chaque fois, on se pose un peu la question de: «Est-ce qu'on met un petit signal?» Mais moi, je pense que tout ça, on le fait un peu pour l'humanité. Là, il y a cette notion de poésie ou de réflexion sur qui on est, ce qu'on représente. Mais malgré tout, c'est un sujet assez fascinant et mmh, qui fait toujours beaucoup rêver. Le oui. message qu'on envoie aux extraterrestres en envoyant un objet au dehors du système solaire. Mais là, la question de là qu'on allait envoyer, des formules mathématiques qu'on considérait peut-être être un langage universel, parce qu'il y a la question aussi de quel langage après pour échanger, avec cette forme de vie intelligente avec qui on communiquerait. Qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on envoie? Comment on se décrit? Donc il y avait ces petits schémas, un homme, une femme, et cetera. Là, je crois qu'il y avait un projet de faire des d'envoyer des disques de saphir, sur la lune où on poserait aussi un peu, des morceaux de musique, des tableaux, des albums des Beatles, enfin aussi histoire de montrer qu'on n'est pas juste une civilisation qui faisons des maths. Donc, voilà, c'est aussi comment on se décrit nous-mêmes en fait, comment on se décrirait nous-mêmes à une forme d'intelligence, non humaine, extraterrestre d'ailleurs en l'occurrence. Alors, Audrey, juste pour donner quelques informations, les plaques qu'il y avait sur les sondes Pionnier, ça a été fait, très, très rapidement et par très peu de personnes. Donc c'était presque un truc familial, de Carl Sagan et son épouse, et de Frank Drake. J'ai retrouvé un peu les textes et cetera. Ça s'est fait vraiment très, 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 très vite. Pour les disques, des sondes Voyager, ça, il y a quand même eu beaucoup plus de concertation et c'est le secrétaire général des Nations unies de l'époque, Kurt Waldheim, qui s'exprime, ce qui est embêtant, hein, que ce soit notre ambassadeur, vu qu'après on a découvert un passé, pas très glorieux pour ce personnage. Et une forme de message, qui est assez intéressante aussi, c'est ce qui a été mis sur la sonde New Horizons, donc celle qui a frôlé, Pluton. Alors il y a des choses un peu triviales comme des timbres ou des pièces de monnaie, mais il y a des cendres de la personne qui a découvert Pluton, Clyde Tombaugh, qui a découvert, Pluton dans les années 30. Et finalement, c'est aussi un message, hein, d'envoyer, alors je ne sais pas si on peut récupérer de son ADN, dans ces cendres, mais peut-être une civilisation trouvera, de l'ADN humain et en fera quelque chose et qu'on nous renverra un humain synthétique. Ouais, mon pari, c'est qu'on ira la récupérer un jour, on la ramènera dans un musée, hein. C'est de loin le plus probable. C'est très possible, c'est très possible. Si on arrive à la repérer, Ou dans leur culture, envoyer les cendres de quelqu'un, c'est une déclaration de guerre et en fait, c'est pas du tout aussi, voilà. beau et poétique qu'on le pense et on va s'attirer, une les guerre, foudres. interstellaire, allez, sur nous, mais c'est pas grave. Avant de passer à la question finale sur vos activités quotidiennes, j'ai une question notamment pour François, mais bien sûr Audrey, tu es bienvenue pour en discuter. C'est la science-fiction, c'est aussi un vecteur de communication de science et je sais que tu l'as utilisé notamment en commentant par exemple le film Seul sur Mars, qui est une œuvre de science-fiction, bon, pas très, très loin dans le futur et plutôt assez réaliste. Mais il y a quelque chose il y a une captation du public intéressante, non? Dans le fait d'utiliser la science-fiction pour y placer de la science et pour intéresser à la science. Oui, le grand spécialiste en France de cette activité, c'est Roland Lehoucq, que tout le Absolument. monde connaît, qui a vraiment fait ça, entre guillemets, «son fonds de commerce» et avec grand brio. C'est-à-dire qu'il utilise, la science-fiction, les films que tout le monde adore pour dire: «Ça, c'est n'importe quoi, ça, par contre, c'est vrai, voilà la physique qui est derrière». Ça, c'est très chouette. Moi, je l'ai fait pas mal sur Seul sur Mars. Résultat, j'ai dû voir le film 5 ou 6 fois dans différentes, contextes, ainsi que d'autres films. Évidemment, Seul sur Mars, c'est un film que j'ai bien aimé, moi. J'avais bien aimé beaucoup le livre, qui est très réussi, je trouve, et puis la série. Et donc effectivement, on peut parler et c'est très efficace parce qu'on dit: ça c'est vrai», les gens font: «Waouh!» Et puis on dit: «Par contre, ça c'est pas vrai» et les gens font: «Waouh!» Ça marche toujours, quoi. Donc Seul sur Mars, c'est un bon exemple parce qu'il y a une volonté de réalisme, mais étrangement, il y a certains détails qui sont pas réalistes et celui qui m'a le plus déçu, c'est que les couchers de soleil dans Seul sur Mars sont rouges comme sur Terre, ce qui est pas vrai. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus et c'est beau,
puisque le ciel est orange et les couchers de soleil sont bleus. Donc pourquoi ne pas l'avoir reproduit sur Mars? C'est dommage, mais à part ça, il y a un petit effort de réalisme presque impossible. La gravité n'est pas représentée, la basse pression, c'est-à-dire les énormes efforts qui sont exercés, le fait qu'il faille, et pour éviter les accidents de décompression, respirer, enfin, il y a tout plein de choses qui sont cachées pour le bien du cinéma. Mais à part ça, il y a un petit effort quand même pour représenter des choses réalistes, à commencer par la dispute entre la NASA et le Jet Propulsion Laboratory, qui est très, très réaliste. Et toi, Audrey, tu disais que la science-fiction, ça avait été aussi un moyen de naviguer un peu dans les sciences au départ, donc tu dois y être sensible, non, à cette utilisation de la SF pour parler un peu de science? Pas forcément en disant, pour dire c'est réaliste ou pas, mais pour, aborder certains sujets? Ah oui, oui, totalement, oui, c'est ce qui fonctionne, extrêmement bien, en fait et comme, dit, Roland Le Hook, il y a moyen de construire tout un argumentaire scientifique en se basant sur, plein d'extraits, différents. Alors voilà, il y aura toujours dans les films des choses à prendre ou à dans les films ou dans les livres d'ailleurs, des choses à prendre ou à laisser mais oui, ça peut, avec une bonne construction, comme c'est le faire, Roland, ça permet justement de faire, d'aborder tout un pan, de la science à chaque fois. Donc moi, j'adore également, assister à ce genre de conférences et ça ça laisse la tête grosse comme un tambour après, hein, c'est sûr, mais c'est vraiment passionnant parce qu'on a les choses fusent des 2 côtés. Il y a un côté vraiment science-fictionnel et puis science, on a un bon, après on a un peu la tête grosse comme ça, mais oui, oui, c'est toujours, très passionnant et c'est une très, très, très bonne angle d'approche. Alors, on a une question traditionnelle pour la fin qu'on va un petit peu élargir, parce que d'habitude on s'adresse que à des scientifiques. On a un petit peu élargi, mais c'est une question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre quotidien de scientifique et d'autrice? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous passionne le plus en ce moment? François, notamment, tu reviens d'une mission un peu spéciale. Est-ce que tu veux en profiter pour en parler? Bah, oui, volontiers. C'est vrai que tout simplement, d'une part, passionné par la science, de l'atmosphère dans les endroits extrêmes, sur les autres planètes et puis un peu sur Terre, je me suis intéressé à l'Antarctique. Mais en réalité, l'Antarctique, c'est aussi une passion presque d'enfance. J'ai toujours rêvé de faire de l'exploration polaire et à titre même de hobby et j'ai fait plein d'expéditions, sportives, je dirais, à ski, sous la tente avec des cerfs-volants pour nous tracter et cetera. Puis j'ai eu la chance de pouvoir m'impliquer dans des recherches, bien spécifiques sur l'Antarctique, sur le mécanisme, le phénomène atmosphérique qu'on trouve sur place, sur une enquête sur le bilan de masse de l'Antarctique, c'est-à-dire comprendre, comment, les vents érodent la neige et la transportent dans l'océan, comment les nuages, fonctionnent et comment il neige au cœur du continent antarctique. Donc j'ai repris un programme qui s'appelle CALVA et qui m'a permis, de m'impliquer, d'aller travailler sur le terrain, ce qu'on fait rarement quand on travaille dans le spatial. On ne peut pas aller sur Mars, tandis qu'en Antarctique, on peut y aller et j'ai trouvé beaucoup de plaisir. D'une part, par l'endroit lui-même qui est extraordinaire, c'est pas du tout décevant, c'est magnifique. D'autre part, par le travail sur le terrain, comme je mentionnais, faire du fer à souder, l'oscilloscope, du tournevis et puis quand même pas mal d'informatique. C'était nouveau pour moi, très excitant et puis enfin, il y a le côté humain, social qui est formidable. C'est-à-dire qu'on part, la première fois, je suis parti 3 mois, on vit comme ça en communauté, avec d'autres adultes. C'est pas tous les jours à nos âges qu'on fait des colonies de vacances comme ça et qu'on se qu'on se fait des nouveaux amis et tout cet ensemble-là était formidable. J'ai eu la chance déjà d'y aller 3 fois et je compte poursuivre parce que la science déjà elle-même est formidable, donc il y a pas de raison d'arrêter. Je vais voire même essayer de m'impliquer un peu plus. Pour le reste, mon travail, c'est à la fois, un travail très en équipe avec, avec toute une équipe qui avait pu être montée parce que j'ai une grosse subvention de l'Union européenne, enfin de l'European Research Council qui consiste juste à étudier le climat passé sur Mars. Il y a un projet qui s'appelle Mars Food Time et dans ce cas-là, on a pas mal de ressources et donc une grosse équipe qui est actuellement en fonctionnement avec, pas mal de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent avec moi sur un gros projet, donc ça prend du temps et puis il y a aussi tout le quotidien lié aux missions spatiales puisque, bah, une fois qu'on a lancé une mission spatiale ou quand on la prépare, on se réunit assez souvent, on doit discuter des résultats. Donc pour ce qui me concerne, il y a à la fois des missions vers Mars, il y a eu la mission New Horizons qu'on a évoquée tout à l'heure, qui a survolé Pluton. Bon, j'y travaille moins, mais ça reste quand même un sujet passionnant et puis on prépare une nouvelle mission vers Vénus. J'ai la chance d'être membre de l'équipe scientifique d'une mission qui s'appelle Da Vinci. Je compte aller aux États-Unis dans quelques temps là pour travailler là-dessus.
Da Vinci qui va descendre dans l'atmosphère de Vénus et se poser à la surface, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et donc, c'est assez excitant de préparer cette exploration via des robots, mais ça reste de l'exploration qui reste quelque part ma motivation d'adolescent. Ah bah, ça fait rêver. C'est des sciences et ça fait rêver. Audrey? Alors pour ma part, moi je suis, dans mon quotidien, d'écrivaine, j'écris. J'écris le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, j'écris tout le temps. Je suis sur un roman en fait, de science-fiction, oui, parce que je n'écris que de la science-fiction. Je devrais même plus préciser. Je suis sur un roman de science-fiction qui est sur, la question des nanotechnologies. Donc je suis sur l'infiniment, infiniment, infiniment petit et pas du tout, infiniment grand comme on vient de parler. C'est pas du tout les mêmes échelles. Même on est sur Terre, on est sur environ en 2300, donc avec la question aussi de l'évolution de la société, entre aujourd'hui et 2300. Donc beaucoup sur les nanotechnologies et comment, quand la science devient infiniment petite, en fait, est-ce que ça ressemble à de la magie aussi, mais à quel point ça perturbe, la compréhension, la conscience qu'on peut avoir du réel, puisqu'on aurait avec les nanotechnologies, de l'acier, souple, des, plaques de verre, enfin des vitres, qui, laisseraient, passer, certaines choses qui seraient plus aussi, voilà, dures comme on a appris, depuis notre plus tendre enfance. Donc il y a la question de la persistance du réel, pour l'esprit humain, en fait. Une société qui vit dans un monde, en fait, qui est beaucoup moins tangible qu'avant. Donc c'est assez passionnant, c'est très intéressant. Bon là, je suis dans le moment extrêmement douloureux de relecture et de correction, mais voilà, j'écris encore beaucoup de nouvelles aussi, puisque j'en ai, plusieurs, en cours et puis, en fait, mon actualité qui arrive là, très, très bientôt, c'est le festival Les Mycéliades qui commence, enfin qui est du 1er février au 15 avec, beaucoup, beaucoup de choses dans toute la France et là, le thème de cette année, c'est, les intelligences, justement. C'est un festival qui lie, science et science-fiction à travers beaucoup, les films notamment et également la littérature, hein. Donc je vais être dans plusieurs villes de France. Je suis à Perpignan, je suis à Carcassonne, je suis à Montpellier, je suis à Reims, à Caen et à Guingamp, évidemment. Eh ben, Voilà, donc autour de ce film, on va faire des ciné-débats autour de films comme, Le jour où la terre s'arrêta justement de 1951, de Robert Wise et le film, I Am Your Man, de Maria Schrader également, qui était plutôt sur la question de l'intelligence artificielle. Et voilà, on va parler d'intelligence, surhumaine, post-humaine, l'informatique artificielle, extraterrestre. Voilà, eh en ben, ça pleine promet d'être rencontre. passionnant. Ouais, ça va L'épisode être très sortira chouette. peut-être, après le Après, 1er février, bah, oui. mais en tout cas, les personnes, les auditeurs et les auditrices pourront suivre quand même ou te croiser, j'espère. Moi, je participerai à une des conférences liées aux Mycéliades avec, je crois, une projection de Le jour où la Terre s'arrêta, le 14 février à Paris, à l'Escurial, je crois. Je suis sur le même film, mais pas là. Et plusieurs séances aussi à Bordeaux. Moi, je participe à une projection de THX 1138 Trop bien. de George Lucas. Et il y a d'autres films et effectivement, les auditeurs, prendront cette information trop tard pour cette année, mais c'est tous les ans en février, ce festival et ça touche aussi des petites communes, donc c'est intéressant de se renseigner. Mais écoutez, je crois qu'on est arrivé un peu au bout de cet épisode. Alors, on vous remercie énormément, Audrey et François, d'avoir échangé avec nous. Et on tient aussi à remercier nos auditrices et nos auditeurs d'être là encore pour cet épisode du podcast Venu d'ailleurs. Nous sommes vraiment touchés de l'accueil que vous avez donné à ce nouveau podcast qui est un nouveau terrain de jeu d'expérience pour nous depuis quelques mois. Ce podcast est soutenu par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et aussi par le réseau Recherche Impulsion Origins de l'Université de Bordeaux. Nous tenons aussi à remercier les Mojis qui ont créé et enregistré une musique originale pour ce podcast, Lionel Cazot qui a réalisé un visuel incroyable en de multiples formats, et Maël Legal qui fait le montage et qui a gommé tous nos bredouillements en montant ces 8 épisodes avec brio. Merci. Avec cet épisode spécial science-fiction, nous clôturons cette première saison du podcast Venu d'ailleurs. Mais comme nous sommes vraiment ravis de cette saison avec vous, un épisode bonus dont le thème reste une surprise arrivera très vite. Merci beaucoup et à bientôt pour cet épisode bonus et on l'espère une deuxième saison. Même univers, même galaxie, même planète sur le podcast Venu d'ailleurs.